Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fraud de 16h à 18h. Le Cina Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinaparis.com. Sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour cette nouvelle semaine du LGF, votre talk de fin d'après-midi, 16h-18h, et en ce lundi 3 octobre, on est en bonne compagnie, celle d'Ali, notre directeur commercial. Comment ça va, mon Ali ? Oui, très très bien. Et toi, comment va aux auditeurs, auditrices et à toute l'équipe ? On est en pleine forme, mon Ali. Et on a la chance d'avoir DJ Nabil dans les locaux. Ah oui, c'est DJ Nabil. Le beau gosse et le sportif. Le DJ de tous les Nabil. Ah ouais, quand même. Hein. Gamal Abina est avec nous. Comment ça va, Gamal ? Ça va très bien, et vous ? Oui, ça va très bien, mon cher Gamal. Vous serez rejoint par un autre chroniqueur qui ça fait longtemps qu'il nous a pas rejoint, Hicham Terak. Il sera avec nous de 17h. Ok. Voilà. Ça fait longtemps, effectivement. Ça devient n'importe quoi, cette équipe de chroniqueurs. Là. Ils font ce qu'ils veulent, ils se croient, je sais pas où, à la Redoute là. Chacun prend son petit truc et puis il se casse, voilà. Allez, c'est parti pour le programme de cette émission. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Bienvenue. Le Grand Forum avec Christophe Fraud sur France Maghreb 2. Le programme avec cette battle. Eh oui, aujourd'hui la question qui va vous départager entre Gamal Abina et Ali, et vous, amis auditrices, auditeurs, vous allez pouvoir jouer les arbitres bien sûr au 01 40 33 9000 et répondre à la question Twitter, à savoir l'insécurité est-elle de plus en plus présente en France ? On va prendre des exemples, hein, il y en a eu pas mal, et vous êtes 58% à dire oui pour l'heure. Est-ce que vous constatez une montée de l'insécurité ? Oui ou non ? Eh bien on en reparle tout à l'heure en battle. Le quiz bien entendu, Fort Boyard, l'émission de France 2 qui anime vos samedi soir de l'été sur France Télévisions, France 2 pour être plus précis. C'est Mam, la belle histoire, qui nous racontera la belle histoire des génériques de Fort Boyard. Nous passerons également un petit tour par le zapping si on a le temps. Et puis notre invité Thierry Vincent, il est journaliste, il a travaillé à Canal+, il a travaillé à RFI, il a travaillé sur M6. C'est voilà, un journaliste de terrain qui sort un livre dans la tête des Black Blocs. Ah, on en a beaucoup parlé pendant les Gilets jaunes, et puis peut-être qu'on risque d'en reparler encore dans les quelques mois à venir, surtout s'il y a grève en pagaille, puisque c'est à chaque fois d'ailleurs qu'ils se font remarquer les Black Blocs. Et puis on va parler de Macron qui, après la semaine dernière avoir passé un coup de fil à Poutine, a passé un coup de fil à Zelensky, et lui a assuré qu'il allait tout faire auprès de l'Europe pour de nouvelles sanctions contre la Russie. Même pas peur, dit Poutine. Voilà, bienvenue à vous sur France Maghreb 2, c'est parti pour le LGF. Le Grand Forum, Christophe Fraud sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le Grand Forum, bien entendu, bienvenue à vous, encore une fois, mon cher Gamal, mon cher Ali. Et parmi les clins d'œil, est-ce que vous connaissez un certain Eddie Cochrane ? Oui. Oui, il est mort assez jeune, puisqu'il est né un 3 octobre 1938, et il nous a quitté, ce grand Eddie Cochrane, chanteur américain. Il est mort le 17 avril 1960. Ah oui. Ouais, il a vécu très peu finalement. Et puis alors une disparition, c'était il y a un an tout pile. Il est mort d'un cancer, un homme d'affaires, un politicien, un acteur français, homme du foot et des grandes heures de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie évidemment. Ça fait un an tout pile aujourd'hui qu'il nous a quittés. Alors Bernard Tapie, c'était pas le plus grand des calmes, surtout quand il était invité à Europe 1 un certain matin par Audrey Crespo-Mara, pardon. Et quand on lui parle de ses affaires avec lourdeur, voici ce que ça donne. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour madame. Vous vous battez contre un cancer depuis près de 2 ans. Vous serez devant la justice dans une semaine et ces derniers jours, vous devez faire face à de nouvelles accusations. Comment vous sentez-vous ? Vous mélangez un peu... on va en parler en détail, mais j'aimerais d'abord connaître votre état d'esprit. Comment vous sentez-vous ? C'est le cancer, un deuxième problème, c'est le procès. Oui. Et donc vous vous sentez comment ? C'est problème à vous, mais c'est pas le mien. Non, je vous demandais simplement et gentiment comment vous vous sentiez. Et j'espère rester en forme pour pouvoir affronter un rendez-vous capital pour moi, qui est celui du procès, qui est une chose sérieuse. Et alors, vous avez décidé d'arrêter tous vos traitements pour ne pas être affaibli pendant l'audience. Oui. Pour vous, il est plus important de gagner ce procès que de guérir du cancer ? Est-ce que vous arrêtez vos traitements ? Vous prenez un risque ? Non, mais je vais l'arrêter 3 semaines. Je vais pas l'arrêter pour toute la vie.
Parce que c'est incompatible. En particulier les antidouleurs ont l'avantage d'éviter les souffrances, mais ils ont un peu le désavantage, c'est de vous ensuquer un peu et de vous laisser comme ça. Donc pour affronter la réalité de mon procès, je veux être en forme, et pour ça, il faut être capable d'arrêter les traitements. Bernard Tapie, à une semaine du procès, donc Marc Fratani, l'un de vos proches pendant vos années OM, affirme que vous avez notamment acheté un arbitre il y a 10 ans. Non, pourtant... il dit qu'il l'a acheté lui. Non, alors, et ce même Fratani... N'en rajoutez pas, il a dit qu'il avait acheté un arbitre. À votre demande. Ah bah ça va de soi que s'il a acheté un arbitre, ça aurait été un demande. Ben, ça tombe bien qu'il ait fait ça, parce que j'ai demandé à la Ligue, par l'intermédiaire de mon avocat, qu'il le convoque pour qu'il dise qui. Parce que s'il y a un arbitre qui a accepté d'être acheté pour un match, il faut le savoir. Vous vous rendez compte, c'est trop grave. Vous allez porter plainte ? Bah évidemment. Ce même Fratani, il avait pourtant publié un livre dans lequel il affirmait il y a 10 ans... Non mais attendez, si on passe la matinée pour parler de ce que Fratani a dit, je me lève et je vous laisse toute seule. On est d'accord ? Je suis venu parler de mon procès et de ce qui se passe dans le pays. Alors je vous parle d'une autre... S'il n'y a que ça qui vous intéresse, moi ça ne m'intéresse pas. Bernard Tapie, je ne vous répondrai pas. Fratani. Et vous ne serez pas la première. Non, mais vous avez... Allez, au revoir, madame. Mais non, mais Bernard Tapie... Bernard Tapie... Mais non, mais vous savez... Bernard Tapie, c'est ridicule, franchement. Voilà. Vous saviez très bien qu'on parlerait de ça. Ça m'est jamais arrivé. Ce genre de truc. Je vais partir immédiatement. Ouais. Je refuse ta question. Toi, c'est pas grave, t'es un invité, t'es un chroniqueur, tu peux te barrer, pas de problème. Mais voilà, Bernard se lève et s'en va. Voilà. C'était ça, Bernard Tapie. Ouais. Les grands débats avec Jean-Marie Le Pen, mon cher Ali, aussi. C'est vrai que c'était un... tu as dit qu'il avait effectivement différentes casquettes. C'est vrai que un très très bon communicant. Au niveau duel politique, c'est vrai que il n'avait pas sa langue dans sa poche. Il avait toujours des arguments, de tenir tête. Après, le genre de comportement comme ça dans une émission, est-ce à dire que là, c'était pas préparé, puisqu'il dit on ne devait pas parler de ça. Et puis c'est vrai que toute sa vie, Bernard Tapie, je crois, entre les tribunaux, les avocats, j'aurais bien voulu savoir comment il a dépensé dans les avocats, parce que vraiment, ça a dû coûter, un paquet de pognon. Un paquet de pognon. Ouais. Voilà. Est-ce que vous savez aussi que Bernard Tapie a fait de la musique ? Oui, il avait joué au tout début, ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez avec quel rappeur il avait fait un duo ? Doc J. Bon, on a connu mieux en matière de rap, je vous l'accorde, mais voilà, il s'était essayé quand même à la musique, Bernard Tapie avec Doc Gineco. Voilà, c'est beau la vie, c'est beau la vie, oui. Bon voilà, c'était pas dans cela qu'il était le meilleur, Bernard Tapie Gamal. Clairement pas, non, c'est plutôt même très mauvais, j'ai envie de dire. Bon, voilà, en tout cas... Paix à son âme. Paix à son âme, effectivement. Alors, Bernard, tu l'as vraiment acheté ce match ? Évidemment que non, je les aime à Valenciennes, voyons. Bon, autre clin d'œil, c'est en 1992, Gamal et Ali, le démocrate Bill Clinton est élu président des États-Unis.
This is a great country. My fellow Americans, God bless America. There is nothing wrong with America. A great people has been moved to defend a great nation. Yes, we can. 4 ans de plus sous la foule de supporters rassemblés dans la salle de bal d'un grand hôtel de Washington. George Bush, debout devant un immense drapeau américain, vient d'annoncer officiellement sa candidature pour un deuxième mandat à la Maison-Blanche. This election is about change, and the question is, who do you trust? George Bush n'a plus de concurrent républicain. Côté démocrate, Bill Clinton, le gouverneur de l'Arkansas, est plus que jamais le favori. I can't do this alone. No president can. We must do it together. Washington, Benoît Laporte, Europe 1. Élection américaine, 92. Bill Clinton est né avec le virus de la politique. À 45 ans, le petit gouverneur veut être président des États-Unis. Il se déclare à un moment où George Bush paraît imbattable, juste à la fin de la guerre du Golfe, et aucun ténor du Parti démocrate n'ose se présenter. Même génération. Et pourtant, il est élu président de la République, Bill Clinton, en 1992. Que faut-il retenir de son passage à la Maison-Blanche, Bill Clinton, Gamal? Plusieurs choses. D'abord, Lewinsky. Oui, Lewinsky, mais ça, c'est pas l'affaire la plus intéressante. Lewinsky, c'est la conséquence de... Pour lui, c'était intéressant. Hein. Oui, parce qu'ils l'ont dézingué avec ça, mais c'était le but de faire pression sur lui pour l'Irak. Hein. Le problème de Lewinsky, c'est que c'était une façon de pousser Clinton à intervenir en Irak pour attaquer Saddam Hussein. Après, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des choses positives et négatives. Ça a commencé très rapidement. Hein. Comme David Non, pas comme David. On parle de Clinton. Non, mais il y a eu, les accords entre Arafat... Voilà, c'est ça. Merci. Les fameux accords de comment il s'appelle? Traité de paix, il y a eu plusieurs choses, mais bon, ça a commencé à Madrid, après c'était... oui, mais ça a été signé, Oslo, voilà, merci. Et donc, cette fameuse poignée de main qui l'a forcé quasiment Rabin à Arafat. Surtout Rabin qui était forcé à le faire. Et Clinton. Et Clinton, oui, sous les coups de pression, d'ailleurs, de James Baker, il faut se rappeler de ça aussi, il y a eu beaucoup de choses avant. Mais surtout, Clinton, c'est un personnage qui est haut en couleur et en même temps, il y a une part d'ombre. Et il a eu une affaire avec sa femme, qui est beaucoup moins sympa que lui d'ailleurs. Hillary, qui avait parié sur... alors, Ali va connaître ce dont je vais parler, donc je vais expliquer très rapidement. Il a spéculé en bourse à la baisse, ce qu'on appelle la vente à découvert, dans le but de massacrer une société sur le plan de la cotation boursière, une société pharmaceutique à telle enseigne qu'elle a coulé réellement. C'est-à-dire que son action avec sa femme, et d'autres évidemment, ont conduit à ce qu'une société pharmaceutique coule, alors que derrière, il nous a vendu le healthcare. Le healthcare, c'est quoi? C'est le soin pour tous. En gros, c'est une sorte de sécurité sociale. Donc d'un côté, il a fait une erreur avant son élection, puis après, il s'est un peu rattrapé pendant son élection, il a installé ce système qui était beaucoup plus équitable pour la population. Il avait une bonne image en général aux États-Unis. Il n'a pas fait la guerre quasiment. Hein. C'était un des présidents qui était à peu près le plus sage avec Carter. Et puis il a fini malheureusement avec Stephen Lewinsky par un peu bombarder l'Irak. Malheureusement, on le sait. Mais en même temps, c'est quand même un type qui a tenu 2 mandats, qui les a bien tenus. Un cigare amer, on appelle ça. On peut le dire, au moins, ouais. Et puis au-delà de ça, c'est l'humiliation généralisée. C'est une femme très très vorace au pouvoir qui a dépassé ça parce qu'elle s'intéressait qu'au pouvoir. Je parle de Hillary Clinton. Et c'est un homme qui finalement a laissé une image assez positive. Ali, tu es assez d'accord avec le constat fait par Gamal Abina? Oui, en plus c'était quand même l'un des seuls qui avait à l'époque rencontré M. Eltsine en Russie. Donc on est dans une période effectivement où pas dans le contexte dans lequel on est actuellement, donc il n'y a pas de tension entre les États-Unis ou la Russie. Et c'est vrai qu'il avait été à l'initiative effectivement de la poignée de main entre Arafat et Rabin. Malheureusement, ça, je crois que ça a valu la mort de Rabin. Hein, des deux, oui, mais Rabin plus rapide en premier. Donc c'est vrai qu'on était quand même dans un contexte qui était plutôt positif. C'était pas un grand belliqueux. Tué par Yigal Amir, on se rappelle quand même que c'était un juif ultra-orthodoxe. Voilà, donc derrière, effectivement... Un extrémiste. Derrière, effectivement, après, on a un petit peu perdu au change, hein, parce que celui qui l'a succédé... C'était George Bush Junior, donc c'est effectivement pas vraiment le même niveau, pas vraiment le même level. À la suite d'une élection truquée, il faut le rappeler quand même. Hein. En 2001. Voilà, c'est l'histoire de compte et des élections américaines par vote électronique, qui ont été recomptées, voilà, les grands électeurs. Ouais. Et puis tiens, ironie du sort, finalement, le jour où Bill Clinton a été élu en 92 président des États-Unis, eh bien sachez que le 3 octobre 1932, c'est l'indépendance de l'Irak. Absolument. Voilà, voilà pour en tout cas quelques clins d'œil qu'on souhaitait apporter aujourd'hui dans cette émission. Dans un instant, direction le Brésil. Oula, c'est chaud pour le second tour. Brésil. Dans un instant, on en reparle de cette élection au Brésil. Elle est importante. Et on va en parler, c'est le fait du jour, et c'est avec Ali et Gamal Abina, messieurs dames. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2.
Le LGF, le Grand Forum, votre émission. Vous êtes de plus en plus à l'écouter l'émission, je vous le dis. Ouais, il y a du monde. C'est vrai. Vous l'entendez vous aussi autour de vous? Ouais, j'entends bien. Ouais, tu l'entends bien? Ouais, j'entends. Ça résonne? Il y a du monde ce jour-là. Ouais. Bon, la photo du jour, on va inventer une nouvelle chronique avec les lascars de politique là. La photo du jour, c'est Macron en col roulé. Il a fait aussi lui. Il a fait sa petite vidéo en col roulé, voilà. Comme sobriété, machin. Ils sont en train de mesurer les températures dans les bureaux des ministères et de l'Élysée. C'est du n'importe quoi, franchement. Hein, et on écoutera d'ailleurs, si on peut, tout à l'heure, dans le zapping, Xavier Bertrand, il a poussé un coup de gueule. C'est ça la politique? Franchement, ça devient n'importe quoi. Bah c'est bien, on mettra des cols roulés, c'est bien, ouais, c'est sympa. Je pense qu'on mettra pas les cols roulés, on se fera rouler simplement. On se fera rouler, il a raison. Pas de colle, on se fait rouler de toute façon. Donc voilà. J'en ai mis un aujourd'hui. Donc ça. Ah ouais? Ah, je supporte pas les cols roulés. T'aimes pas les cols roulés? roulés? Ah non, je supporte pas. C'est vrai? J'ai l'impression que ça m'étouffe. Ben malheureusement, tu seras obligé. Obligé? Ça, c'est On est obligé? Ouais, bon, on n'aura pas le choix. Hein. Bon, c'est un sacré pays quand même. Bon, on mettra dessus Radio France Magam, ça fera de beaux cols roulés. Monsieur le président Mamie va venir en col roulé le vendredi. J'espère. Ouais. De quoi s'agit-il? Le col roulé, monsieur Mamie, le Macron, il était en col roulé ce matin. Tu veux que je te dise un truc? Ouais, dites-moi un truc. J'ai essayé ça à la fac. Ouais. Une matinée. C'était il y a longtemps là. Non, j'étais étouffé. Ouais. Je suis sorti, j'ai été à côté du Bergène, il y avait des trucs pas chers. Je l'ai jeté, et j'ai acheté un truc, et j'ai mis, parce que je supporte pas, j'ai l'impression que quelqu'un te prend la gorge. C'est ça, moi aussi, je pense pas. Voilà. Bon, alors messieurs Amina et monsieur Ali, oui. Nous avons vaincu le mensonge des sondages, déclaration du président brésilien sortant. Bolsonaro. Il talonne l'ancien président de gauche Lula qui est arrivé en tête, mais avec seulement 5 points d'avance, 48 pour Lula, 48% des voix, 43% pour Bolsonaro. Écart beaucoup moins important que prévu, d'autant que les instituts de sondage donnaient Lula vainqueur dès le premier tour, ce qui paraissait déjà quand même assez improbable à mon sens, mais pour autant, que retenir de ce premier tour de cette élection Brésil, Gamal? D'abord, une indiscutable victoire au premier tour de Lula, qui n'a pas évidemment eu le suffrage absolu, c'est logique, il faut dépasser 50%, mais quand même, qui a réussi un exploit. Il faut se rappeler quand même de qui est Lula. Il a eu 2 mandats au préalable. Il a eu des soucis avec Dilma Rousseff sur tout un tas d'affaires qui l'ont conduit même à aller en prison. Ah, il a fait un peu de Heps. Ah oui, c'est un président, c'est un candidat qui a été en prison, ce qui est assez particulier. Ça s'appelle un tolard. Hein. En même temps, Lula, c'est l'ancien syndicaliste, donc c'est un homme du peuple. Bolsonaro, c'est l'homme des castes dirigeantes, des groupes d'argentiers. Lula, c'est l'homme qui était bien perçu par les classes, la sous-couche populaire, et qui faisait en sorte de réduire la pauvreté. Bolsonaro, il s'en moquait complètement. Lula, c'est celui qui préservait la forêt amazonienne et qui avait passé des accords avec les tribus d'Amazonie d'ailleurs, donc qui a protégé les tribus, parce que quand vous coupez la forêt, vous tuez des personnes. Et Bolsonaro, c'est celui qui a détruit des quantités faramineuses de superficie amazonienne en disant au reste du monde, avec tout le mépris qu'on peut lui prêter, que ça ne vous regardait pas, alors que la forêt amazonienne est un bien de l'humanité, non pas du Brésil. Donc tout ça pour dire que entre un personnage imbuvable et celui qui risque de perdre l'élection, nous l'espérons, eh bien, mon cœur penche à gauche. C'est pas fait encore, hein, Ali. Il y a encore c'est beaucoup quand même. Hein. Mais c'est pas. Par rapport au sondage, il le donnait largement vainqueur. Est-ce qu'on peut parler. Est-ce qu'on peut dire. Voilà, je vais. Excusez-moi, je répète ma question. Hein, ça bug. Est-ce que malgré tout, on peut dire que Lula a réussi son pari, mon cher Ali? Ben, je pense que oui. Comme l'a dit Gamel, quand tu vois effectivement le CV de Lula, c'est quand même quelqu'un qui a été amené malheureusement en prison. D'accord, hein, maintenant, on va juger ce qu'a fait ce président-là, extrémiste au départ, avec des positions complètement bizarres sur le plan écologique, sur le plan de l'énergie, tout ça. On ne comprenait pas trop le président des riches avec une politique relativement violente. Ben, preuve en est, ça n'a pas été efficace. Voilà. Lula, il revient de loin, parce que je ne pense pas effectivement qu'il avait les médias, tout le monde était derrière lui, loin de là, loin s'en faut. Et quand même, pour que quasiment 50% des gens votent pour un président qui sort à peine de prison, entre guillemets, c'est qu'effectivement, à mon avis, ce président a le mérite et la reconnaissance du peuple. Et dans le contexte économique dans lequel on est aujourd'hui, il est vrai que l'élection de Lula
peut déranger certains autres pays, puisque c'est quand même un pays qui dispose de certaines richesses, le Brésil. C'est un grand pays, le Brésil. Oui, bien sûr, et surtout qu'il dispose de richesses sous-sol qui ne sont pas inintéressantes pour certains pays. Ouais. Voilà, donc je pense, et j'espère qu'il va gagner haut la main, et ce sera la première fois, je pense, alors peut-être Gamel, tu me corriges, je ne sais pas s'il y a beaucoup de présidents qui ont été en prison, mis à part Mandela, mais bon, c'est un après, spécial. Il y a président et président, mais il y a Mandela, effectivement. Je crois qu'aux dernières présidentielles tunisiennes, il y avait un candidat qui était en prison. Oui, mais il n'a pas gagné. On parle de président en exercice. Mais il y en a eu très peu, mais on peut dire que si on parle de président ou de dirigeant politique du guide suprême, il y a effectivement Khomeini. Oui, tout à fait. Saddam Hussein aussi. Oui. Dans le sud, il y en a quelques-uns quand même. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que le Brésil, dans certains secteurs de l'économie, peuvent être 4e, 5e dans le monde. Oui, tout à fait. Prendre dans le domaine de l'aéronautique, ils sont très forts. Les BRICS, fait partie des BRICS. Effectivement, il fait partie de tête de pont, effectivement. Que l'Algérie va bientôt rejoindre. L'Algérie. Elle a annoncé vouloir rejoindre. Donc, effectivement, quand d'un pays des BRICS comme ça, on met à la tête un président comme Lula, moi, je suis plutôt optimiste pour l'Amérique du Sud, parce qu'effectivement, elle a besoin d'un président de cette envergure-là pour casser et changer un peu cette politique de ce président qui, à mon avis, aura fait plus de dégâts qu'autre chose. C'est un président progressiste, il faut le mot. Il y a eu une contre-révolution il y a 10 ans. Ils ont balayé tous les partis de gauche et d'extrême gauche, jusqu'au président indien qui était élu quand même, il faut le dire, en Bolivie. Donc aujourd'hui, on a quand même un retour d'espoir au Brésil sur un homme qui, malgré tout ce qu'on a pu lui reprocher, a été quand même très proche du peuple. Et dans le Brésil, franchement, quand vous savez que quasiment ce ne sont que les Blancs qui dirigent, il faut être très clair, avec une population très pauvre, avec un classement quasiment racial, les Indiens en dessous de tout, les Noirs, et puis après on a les Latinos et puis les Blancs, c'est quand même un pays qui est très fractionné, fracturé. Il y a près de 250 millions d'habitants maintenant. On n'est pas loin. Oui, tout à fait, Donc c'est quand même un pays qui a quand même beaucoup d'éléments favorables et défavorables pour lui. C'est le plus grand pays d'Amérique du Sud. C'est donc la locomotive de l'Amérique du Sud. Exactement. Et sur le offshore, c'est un énorme producteur de pétrole aujourd'hui. Le gaz sans doute, donc on peut s'attendre à beaucoup de choses. Par contre, c'est long la campagne. Je crois que c'est dans 4 semaines, deuxième tour. Dans leur système, c'est 4 semaines. Ça va être très agité. Ouais, mais sur 5-6 points, ça représente 6 millions de gens quand même. C'est énorme. Un petit mot, messieurs, parce que ça pouvait aussi faire partie du fait du jour. C'était l'actualité du week-end. C'était en Afrique. Un coup d'État au Burkina Faso. Et on voit que la France, là, en ce moment, elle est en train de perdre beaucoup d'intérêt. Dans tous les pays, on voit que quand il y a des coups d'État, qu'il y a des révoltes, des colères, c'est principalement contre la France qu'on s'en prend, contre l'influence française. Elle est en train de perdre progressivement et voilà, ça devient quand même inquiétant pour la diplomatie française. Pour les intérêts français. Quand on voit peut-être aussi la situation économique de ces pays-là africains, qui toujours dans la théorie disposent de richesses, sous-sol, sol, quand on voit la pauvreté dans ces pays-là, je pense que nous, en France, en tout cas, la politique étrangère, je parle, pas les Français, on n'y est pour rien, bien entendu, mais la politique étrangère est loin d'être efficace. Les pays du Commonwealth s'en sortent plutôt pas trop mal. Malheureusement, les pays de l'ex-colonie française, à moins que tu en connaisses un, Gamel, mais un pays en Afrique, ex-colonie française qui s'en sort bien, je voudrais bien qu'on en cite un ou deux. Sans être méchant, les seuls qui tirent relativement leur marron du feu sont les pays qui n'ont pas été soumis au franc CFA. Algérie, Maroc, Tunisie, il faut reconnaître. Ils sont quand même le moins en retard, on dira. Après, effectivement, ce qui se passe en Afrique noire, c'est une chose, mais il y a l'Afrique noire anglophone, hispanophone, tout à fait. Il y a lusophone, donc les Portugais, et francophone. Et donc l'Afrique noire francophone, effectivement, a subi un lourd tribut du néocolonialisme économique, on parle bien d'économie, du franc CFA, qui est quand même le nerf de la guerre, imprimé en France, absolument. Je crois que c'est dans Château, je sais pas quoi, à Château-Chinon, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a effectivement une succession de révolutions. Alors, le Burkina Faso, je donne rapidement l'histoire vite fait. C'est un pays qui, en 83, voit l'arrivée au pouvoir d'un homme assez extraordinaire qu'on appelait Thomas Sankara, qui était capitaine. Donc, Thomas Sankara, il a insufflé en 4 ans de présence, il a duré que 4 ans parce qu'il a été assassiné par Blaise Compaoré, en 4 ans de présence, un mouvement totalement de réappropriation de sa culture, de ses richesses, de sa production industrielle, et il a eu le malheur de parler Mitterrand, et Mitterrand ne l'a pas supporté, c'est la raison pour laquelle il était renversé. Eh bien, Sankara a laissé des enfants, les sankaristes. Il a créé un pays qui s'appelle le Burkina Faso, qui s'appelait la Haute-Volta avant, et qui est devenu donc le pays des hommes intègres, c'est la traduction de Burkina Faso. Il a laissé les enfants derrière lui, et aujourd'hui, tout le monde se réclame du sankarisme, et on le voit au Mali, par exemple, où effectivement, Maïga fait son travail,
le responsable du chef militaire du Mali, j'ai plus son nom, Assimi Goïta a fait son travail. Et là, on s'est rendu compte que Paul-Henri Damiba, donc c'est celui qui avait fait un coup d'État il y a 8 mois, a commencé un petit peu à migrer vers des thèses un peu pro-françaises. Ça n'a pas plu à d'autres militaires qui étaient dans son mouvement. C'est un mouvement un peu d'émancipation. Et lui ont fait un coup d'État qu'il a finalement accepté. Il ne pouvait pas faire autrement de toute façon. Et donc aujourd'hui, on est dans une lecture où effectivement l'Afrique de l'Ouest, c'est cette région dont il s'agit, cette Afrique-là, elle commence, en dépit de la CEDEAO qui leur fait les sanctions, à manifester des velléités d'indépendance de la France. Eh oui. Voilà, fallait qu'on en parle évidemment, les amis, sur France Maghreb 2. Dans un instant, on va parler de notre président, qui est un homme d'affaires qui souffle avec le chaud et le froid. Lequel ? Sur la crise en Ukraine, après avoir parlé avec Poutine la semaine dernière. Voici qu'il a eu Zelensky pour lui affirmer quoi ? Eh bien que la France allait tout faire pour faire imposer par l'Europe de nouvelles sanctions à Poutine. Voilà de quoi le faire trembler. On y revient dans un instant avec les gesticulations de notre président Macron. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous avec du bon chocolat que nous a ramené Ali. Très bien. C'est sympa. Hein. Ali, c'est un homme de goût. Un homme de goût, effectivement. Très bon chocolat ou noisette. Oui, noisette. Ah ouais, c'est le meilleur. C'est vrai. D'accord avec toi. Bon. Très bon. Bon. Alors, comme nous, on fait pas des clashs, nous, on mange du chocolat. C'est plus sympa comme les le clash, on le laisse pour la fin. Ah. Allez. L'insécurité est-elle de plus en plus présente en France au vu de ce qui s'est passé à Grenoble, à Strasbourg, à Nantes. Paraît-il, c'est la ville la plus insécurité en Europe, nous dit-on. Après les chiffres. Je crois pas du tout. Et Marseille, avec encore 3 morts dus à des règlements de compte ce week-end. On est quand même à 25 depuis le début de l'année à Marseille. Hein. On rigole pas. Hein. Ouais. Donc la question à laquelle vous répondez sur le Grand Forum FM2 sur Twitter. Débat à suivre entre Ali et Gamal Amina. Pour l'heure, c'est la guerre en Ukraine qui se poursuit évidemment. Sur le front de l'Est du pays, le président Zelensky a annoncé hier que la ville de Limanki était désormais totalement reprise. Cette ville se situe dans la ville de Donetsk. C'est une région annexée par la Russie, vous le savez. Cela alors que hier après-midi, Emmanuel Macron s'est entretenu une nouvelle fois par téléphone avec le président ukrainien. Le premier échange téléphonique depuis l'annexion de ces 4 régions par la Russie. Et durant cette conversation, Emmanuel Macron a rappelé qu'il condamnait les annexions des 4 régions ukrainiennes. Il fait la promesse de travailler avec ses partenaires européens à de nouvelles sanctions contre la Russie. Concernant l'arrestation du directeur de la centrale nucléaire de Zaporijia, le président français condamne cette situation et soutient le président Zelensky. Ensemble, ils ont évoqué l'urgence à très court terme de permettre une rotation du personnel de la centrale, indispensable pour le bon fonctionnement et la sûreté des installations. Mon cher Gamal, Macron remonte encore sur la scène diplomatique pour souffler le chaud et le froid et promettent de tout faire avec ses partenaires européens pour faire plier Poutine et la Russie. Ça, c'est une des options les plus imbéciles que j'ai jamais vues. Je traduis, ce que je veux dire, mon propos est très clair. Moi, je considère que cette guerre qui était inutile, qu'on aurait pu éviter, n'a pas été évitée, a été pratiquement voulue par certains, et qu'aujourd'hui, il y a de malheureux, parce que la guerre se passe en Ukraine, c'est bien de le rappeler systématiquement, des malheureux Ukrainiens qui meurent inutilement pour une guerre ingagnable. Le pari de l'Occident, en substance, donc les États-Unis, c'est de dire que la Russie va plier comme elle a plié en 89 face à l'époque de l'Union soviétique à l'Afghanistan. Sauf qu'en 89, la Russie était en bout de course, n'avait plus d'argent, était un pays pauvre, désindustrialisé, avec des capacités offensives de plus en plus maigres. Cette fois-ci, il y a une erreur stratégique. D'abord parce que la Russie est devenue très riche, et de plus en plus riche, parce que son industrie militaire est extrêmement performante, et surtout, et c'est le plus important, parce que à l'intérieur de l'Ukraine, il y a des pro-russes. C'est pas comme l'Afghanistan où tout le monde était anti-russe. Là, il y a des pro-russes. Donc, ils peuvent s'appuyer sur une frange importante de la population, qui est à peu près 50%, en faveur des thèses russes. Donc, je pense que si on veut arriver à un compromis et à sortir de cette guerre civile appuyée par la Russie, c'est vrai, mais guerre civile tout de même, eh bien, il faut pousser non seulement, non pas les va-t-en guerre, mais Zelensky et Poutine à la table des négociations. Erdogan essaie de le faire, il n'y parvient pas parce qu'il est seul. Je pense que si Macron voulait arrêter ce bain de sang inutile, je le répète, parce qu'on va tous souffrir de ça,
On voit bien le col roulé, ces mauvaises blagues de Macron et de Le Maire qui nous font un col roulé pour faire fashion victime, c'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense que le choix de dire on va soutenir les Ukrainiens contre les Russes est une erreur. Il va y avoir 1,5 million, 500 000 personnes sur le théâtre d'opération du côté russe. Il a renforcé les appels à 300 000 personnes de plus. Ils étaient à 250 000. Je vous laisse deviner ce qui va se passer. Ça va être un bain de sang et c'est inutile. Ali. Aujourd'hui, avec du recul, on en est à quasiment 8 mois de conflit. On s'aperçoit que depuis ce conflit-là, on n'a jamais fait place à un mot que je dis en permanence, la diplomatie. On ne parle que d'une espèce de déluge de sanctions. Mais pour quel but et pour quelle finalité ? On s'aperçoit qu'avec le temps, malheureusement, que ces sanctions, elles sont non seulement elles sont inefficaces, mais ces sanctions sont en train de revenir vers nous en boomerang. Ouais, c'est ça, et ça, c'est catastrophique. Et moi, ce que je n'apprécie pas trop au niveau de la politique menée par notre président, c'est que pour accepter les sanctions, on est en train de nous présenter Poutine comme un fou, un psychopathe, un malade. Ça veut dire, voilà, il faut que vous soyez prêts à tout. À ce qu'on a des problèmes de gaz, que tout augmente. Mais pour accepter ça, on nous dit, mais vous savez, parce qu'en face, il y a quelqu'un qui est fou. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut être un petit peu sérieux. Lorsqu'on essaie de mettre en place ce genre de sanctions, comme l'a fait l'Europe, on doit avoir un petit peu les moyens de sa politique. On est en train de découvrir qu'on manque de gaz, qu'on n'a pas de centrale nucléaire, qu'il y a des facs quand même au mois de décembre qui vont fermer. La fac de Strasbourg annonce que 2 semaines de cours on n'aura pas. On est en train de nous annoncer qu'il va y avoir des coupures. Mais sincèrement, excuse-moi du mot, pour moi c'est irresponsable et dangereux de la part des chefs d'État. Parce que je pense que l'État, la première chose, c'est la sécurité de sa population au niveau de l'énergie. Et s'entendre dire qu'on risque de nous couper l'électricité, moi je trouve ça complètement. Et pour qu'on puisse accepter ça, on nous dit que Poutine c'est un fou. Donc sincèrement, ces sanctions, est-ce qu'elles sont efficaces aujourd'hui ? Moi j'ai envie de dire, j'ai poussé un coup de gueule aussi. Et là où c'est dangereux aussi, c'est que ces sanctions, elles ont pour quelle vocation ? Quel est le but de ces sanctions ? Est-ce que c'est pour punir Poutine ? Ou c'est pour punir le peuple russe ? Parce que je pense visiblement que dans la stratégie européenne et certainement américaine, c'est je mets en place des sanctions. Pourquoi ? Américaine et européenne. Mais surtout, voilà, mais en général, tout à fait. Mais en général, les sanctions, Christophe, c'est fait pourquoi ? C'est souvent fait pour destituer le président qui est en face. Donc ça veut dire que quelque part, on est en train de dire, on veut que Poutine soit renversé. Or, on s'aperçoit que quoi ? Que malheureusement, en Russie, la popularité de Poutine elle a augmenté, ne cesse paradoxalement que de monter. Donc on se dit, c'est bizarre, on met en place des sanctions. Alors en plus, regarde, c'est des sanctions qui n'ont ni queue ni tête. Tu interdis à des sportifs des clubs de foot de jouer. Mais c'est hallucinant. À des chefs d'orchestre de venir se produire en Europe. Mais c'est plus des sanctions, ça veut dire qu'on est en train de... Même les États-Unis apparemment, sur ces mesures-là, ne sont pas très favorables. Tu vois, c'est le paradoxe des paradoxes. Ouais, l'Eurovision, le football et tout ça. Alors déjà, regarde, tu veux quelque part punir Poutine pour le renverser. Mais tu dis aux Russes, vous n'avez pas le droit de sortir parce qu'on vous donne pas de visa. Mais ceux qui sont contre Poutine ne peuvent même pas quitter le territoire. Je vais dire un truc, est-ce qu'on a déjà réussi par les sanctions, on l'a vu avec Saddam Hussein en 90, à faire que le peuple se retourne contre son dirigeant pour le dégager ? Ça n'est jamais arrivé. Oui, c'est l'histoire. Ni en Corée du Nord, ni en Irak, ni nulle part dans le monde, ni en Iran, bien sûr. Par contre, oui, j'ai envie de quand même pousser un coup de gueule important, parce que là, on va parler de choses qui nous concernent directement. Les gesticulations de von der Leyen, donc la responsable européenne, qui pousse au maximum à la guerre, et ça en a été écœurant. Cette femme a un problème psychologique, c'est une certitude, ou elle a des intérêts cachés, conduisent à faire quoi ? À ce que les spéculateurs profitent de la population française et du reste de l'Europe. Malheureusement. J'ai une amie qui s'appelle Nora Hamadi, que vous connaissez peut-être, qui est journaliste chez Arte, et qui a fait une émission très intéressante par rapport à cette fameuse stratégie de spéculation. Et j'ai pu l'expérimenter sur le terrain. Par exemple, quand vous achetez, moi j'ai un chauffage à fioul, il y a un an, il n'y a pas 10 ans, il y a un an, vous achetiez les 20 litres de fuel à 16 €, de 16 à 26 € maximum. Au plus haut, c'est 26. Aujourd'hui, c'est vendu à 63 €. Alors que le pétrole est à 85 $. Oui, il a baissé. J'ai regardé, il est à 85 $. Tout à fait. Donc le pétrole baisse, comme depuis longtemps, rarement.
et on a une augmentation de la spéculation sur les produits pétroliers. Donc là, on est en train de profiter de la population. Vous avez du fromage qui a été multiplié par 2. On parle d'une inflation à 8%. 2, c'est 200%, c'est pas 8. Hein. Donc là, il faut se poser la question de savoir, est-ce que les populations françaises qui vont supporter ces spéculateurs, qui ne sont pas contrôlés, hein, le libre marché, construction, tout. Et bien tout cela est une façon de mettre à genoux les plus pauvres, les plus fragiles, et il faut que les gens se coalisent pour dire qu'on doit contrôler les prix une bonne fois pour toutes. Parce que il y a juste quelque chose que je n'arrive pas à saisir dans le package des sanctions que l'on reçoit, qu'on a mis en place, c'est qu'en fait on s'aperçoit qu'en fait les premières victimes c'est nous. Bien sûr. Quand tu dis par exemple alors l'objectif c'est pas d'être parce que d'être pro-Poutine et anti-Poutine, mais à ce que je sache, Poutine n'a jamais voulu fermer le robinet. Non. C'est l'Europe qui a dit je n'achète plus le gaz, ni le gaz ni le pétrole. On s'aperçoit de quoi? Que l'Allemagne aujourd'hui va acheter son gaz et son pétrole aux Saoudiens, qui eux-mêmes l'achètent aux Russes. Absolument. Et aujourd'hui, on est en train de rendre la Russie très forte, parce qu'elle vend à 2 pays, à savoir l'Inde et la Chine, qui représentent des marchés complètement importants. Et aujourd'hui, je sais pas, alors là, je ne vais pas me faire mon copain, mais M. Bruno Le Maire avait dit dès le début de la guerre, avec son petit collet aussi. Voilà, notre objectif, c'est de mettre l'économie russe à genoux. Il l'a dit dès le début. Donc j'ai l'impression que je voudrais lui poser la question, monsieur Bruno, j'ai plutôt l'impression que vous allez mettre à genoux notre économie, plutôt que l'économie russe. Parce que c'est plutôt nous aujourd'hui qui allons être à genoux. Il y a des entreprises qui travaillent dans certains secteurs comme tout ce qui est Marbury qui consomme beaucoup de gaz, qui vont fermer malgré les commandes. On sort d'une période de Covid, on a des centrales nucléaires qui ne fonctionnent pas, on n'a pas d'énergie renouvelable assez suffisant, on n'a pas de GNL, de gaz liquéfié, on n'a pas de méthanier. Lorsqu'on essaie de mettre en place des sanctions, on doit être quelque part, excusez-moi du mot, être un peu armé, mais on est complètement désarmé. Et puis au nom de quoi ces sanctions? Est-ce que l'ONU les a votées? Mais à la limite, le reste du monde ne suit pas. Ouais, mais à la limite, je vais même te dire, moi à la limite, ils mettent en place ces sanctions, même tu as parfaitement raison de la légitimité, mais au-delà même de la légitimité, mais on est en train d'importer de la misère chez nous, de l'inflation, et on est en train, et comment on prépare, et c'est là que je n'apprécie pas un peu le pouvoir des politiques, c'est pour qu'on accepte des coupures de gaz, une inflation, et on dit que Poutine est psychopathe et méchant. Moi, je ne suis pas là pour dire psychopathe, Poutine s'il est méchant ou psychopathe. Des gazoducs aussi. Mais alors les gazoducs, juste une petite question. Les Russes sont quand même des stratèges. Pourquoi Poutine, quel est l'intérêt à Poutine d'aller exploser ça? Il suffisait de fermer le robinet. C'est n'importe quoi. Donc j'ai l'impression qu'on s'est lancé dans une espèce de guerre économique. Et j'ai l'impression sincèrement qu'on n'en a pas mesuré les enjeux et on dit. Et moi je vais te poser une question essentielle. Est-ce que les Russes auront froid cet hiver? Réponse non. Contrairement à nous. Anis est avec nous, il sera avec nous dans un instant. Bouge pas mon Anis, on se débarrasse de la pub et on te laisse la parole dans un instant, ça te va? Merci. Bon, très bien. On écoutera aussi Régis Le Sommier, vous connaissez? Du tout. Un grand reporter qui a son avis pro-ukrainien et qui nous donnera son avis. Apparemment, il dit que on est en train de nous dire que les Ukrainiens reprennent ville après ville et que dans les semaines à venir ou dans les jours à venir, ça risque d'être décisif. Selon Régis Le Sommier dans un instant sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, c'est le grand forum, évidemment, avec vous jusqu'à 18h. Et notre invité tout à l'heure, Thierry Vincent, on va parler des Black Blocs, mais pas que. On va parler de la police, on va parler de plein de trucs avec Thierry Vincent. C'est un grand journaliste de terrain, comme on les aime, qui sera avec nous tout à l'heure à 17h. Je rappelle la question battle tout à l'heure pour la fin de l'émission. Insécurité est-elle de plus en plus présente en France? Vous êtes 58% à dire oui sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous pouvez continuer de voter, bien sûr, pour nous donner votre avis sur le sujet, bien entendu. On est avec Ali, directeur commercial. On est avec Gamal Abina, fondateur du MDC. On est avec Anis aussi, au 01 40 33 9000. Bonsoir, mon Anis. Bonsoir. Anis. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir, Anis. Bienvenue. Comment ça va? Oui, écoute, ça va très bien, merci de m'accueillir. Merci, bonjour à Christophe et à toute votre équipe. Mais, écoutez, je voulais réagir par rapport à l'actualité, parce que ce qui nous attend, à mon avis, ça va pas nous enchanter. Et j'arrête pas de répéter la même chose depuis le départ, j'ai exactement la même analyse. C'est pas du tout le régime de Poutine qui est en cause. En réalité, pour un certain nombre
gens qui décident et qui souhaitent. Le problème en réalité, c'est simplement le territoire russe. Voilà, c'est un immense territoire rempli d'hydrocarbures, de gaz, de pétrole. Et aujourd'hui, Poutine est un empêcheur de tourner en rond pour l'expansion, je dirais, otanesque dans la perspective d'une gouvernance mondiale. Pourquoi ne pas dire les choses clairement? Ça a été annoncé à plusieurs reprises. Ça a été annoncé également à plusieurs reprises par Jacques Attali, qui est un porte-parole de cette mouvance mondialiste. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une volonté absolument d'isoler la Russie. Et du point de vue anglo-saxon, on peut très bien le comprendre. Il faut essayer de réfléchir contre soi-même et voir, pour comprendre la situation, essayer de voir les choses du point de vue des autres. Il y a dans le monde anglo-saxon, anglo-américain, des gens qui, coûte que coûte, veulent isoler la Russie et surtout ne pas que la Russie, je dirais, ait des relations énergétiques, commerciales et autres avec le continent européen. Est-ce que vous partagez l'avis d'Anis, Thierry? Oui, je partage. À la limite, alors sur l'histoire de la gouvernance mondiale et tout, bon, ça à la limite, pourquoi pas. Moi, c'est plutôt partisan de l'hégémonie américaine, parce qu'effectivement, les États-Unis veulent avoir les GAFAM, hein, c'est-à-dire tu vas sur Internet, c'est Google, tu vas acheter, tu passes par Amazon, tu vas sur les réseaux sociaux, c'est Facebook. Donc à la limite, effectivement, c'est déjà en place. Donc ça, il n'y a pas de débat. À la limite, le verbe isolé, je dirais même, il est même faible, parce qu'un pays, lorsque tu lui bloques, tu sors pas, les joueurs de football ne peuvent pas faire du sport, tu bloques l'activité sportive, culturelle. Quelque part, c'est même détruire le pays, qu'on le veuille ou non. À la limite, isoler, c'est faible. La seule chose, c'est que le seul propos peut-être sur lequel c'est pas que je suis pas d'accord, mais c'est cette notion toujours de porte-à-faux, où les gens parlent tout de suite de gouvernance mondiale. Moi, je parle plus de l'hégémonie américaine, parce que les Américains ont toujours voulu. Moi, si tu veux, mon explication est très simple. Moi, je pense que les États-Unis vont faire en sorte que l'Europe va être à genoux, et à la fin, ils vont venir en tant que sauveurs. Vous inquiétez pas, on est là, on va vous aider, on va vous donner du gaz, du GNL, on va vous aider, on va vous donner à manger, on va vous donner du blé, ne vous inquiétez pas. Ils vendent. Ils vendent, peu importe. Ils vendent plus cher. Mais tu as parfaitement raison sur cette volonté américaine, mais il ne faut pas, parce que dès qu'on va, tu sais, cette annonce gouvernance mondiale, alors ok, un mot est un mot. Moi, je suis plus sur les États-Unis, c'est toujours contrôlé. Et si on contrôle pas, on maîtrise avec le dollar parce qu'on veut garder le dollar et on veut avoir la suprématie. Bien entendu, je suis d'accord. Je sais qu'il y a des termes qui sont difficiles à entendre parce que ça renvoie tout de suite à des notions de complotisme, etc. Mais je veux dire que ce sont des propos qui ont été annoncés et réannoncés à plusieurs reprises de cette gouvernance mondiale. Et on voit bien aujourd'hui que tous les sujets nous emmènent vers cette orientation mondiale, si je puis dire. Que ce soit le climat, que ce soit la pollution, que ce soit les épidémies, que ce soit l'économie. Il y a tout un florilège de sujets qui vont dans ce sens. D'autant plus que ces gens-là ne le cachent pas. Je veux dire, lorsque vous lisez le Great Reset de Klaus Schwab, il s'en cache pas. Lorsque vous entendez les déclarations d'Attali, il ne s'en cache pas. Donc, il y a une volonté d'aller vers une gouvernance mondiale. Alors, cette gouvernance mondiale aujourd'hui mise en échec par Poutine, parce qu'il veut un gros morceau du gâteau. D'ailleurs, je vous rappelle que Poutine, au départ, dans les années 90, plaidait pour l'intégration de la Russie au sein de l'OTAN. Tout à fait. Non, c'est dans les années 2000. Oui, dans les années 2000, il a proposé, il était pour l'intégration de la Russie au sein de l'OTAN, et donc il y a, je dirais, une rivalité concernant le partage du gâteau. Et aujourd'hui, l'administration américaine, et ça remonte à bien longtemps, au moins depuis 1974, avec le grand échiquier qu'ils avaient très bien annoncé à l'époque, d'ores et déjà, qu'il fallait absolument coûte que coûte isoler la Russie en l'amputant de son territoire ukrainien, c'est-à-dire de son voisin proche. Moi, j'ai juste une question, Anis, tu vois, regarde, juste une question. Là, on parle beaucoup de la Russie. Moi, ce qui m'intéresse, on vit en Europe et on vit en France. Moi, sincèrement, ce qui m'intéresse, c'est comme notre pays avant tout, on vit, et notre continent.
À la limite, on parle des sanctions de la Russie. Moi, ce que je vois, c'est ce que nous on vit aujourd'hui ici, au jour le jour. C'est l'impact, et c'est là où l'opinion publique, je pense, elle doit demander, elle doit quand même demander peut-être des comptes. Hein, je sais pas ce qu'en pense Gamel sur des décisions politiques. Je vais te donner un exemple très simple. Les gens n'en parlent pas, mais c'est un secteur que je connais un peu. Tu sais que les microprocesseurs dans tout ce qui est ordinateur, téléphone, on les fabrique à partir d'un gaz qui est le néon. Absolument. Oui. Or, le néon, le seul pays dans le monde qui a accès au néon, c'est les Russes. Et non pas le néon. Hein. Le néon, tu vois, le néon, les Russes. Donc, c'est un pays parce qu'on se dit, attends, là, on est en train de dire quoi? Qu'on va maintenant, demain matin encore, dire aux Russes, on va pas acheter votre néon et tout ça. Mais ça veut dire, là, on se demande, cette guerre, combien de temps on pense qu'elle va durer, mais pour aller où? Parce que c'est bien de faire une guerre. Mais vous voyez bien que ça a été annoncé, on nous a préparé, puisque ça a été annoncé à plusieurs reprises que cette guerre sera longue. On n'arrête pas de dire avec une certaine délectation que ce sera long, qu'il va falloir se préparer, alors que je dirais que la vocation d'un dirigeant, c'est de rassurer sa population et de donner des orientations. Donc on voit. Alors, allez, si je me permets, je vais demander à Gamal, qui a beaucoup écouté depuis tout à l'heure, et il souhaite intervenir, j'imagine. Tout à fait. Donc il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, évidemment. Après, je surdimensionne pas d'autres choses. Ce qui est appelé gouvernance mondiale, un propos ridicule tenu par Jacques Attali, c'est juste la domination américaine sur le monde qui a été annoncée par Woodrow Wilson au début du siècle dernier, l'ancien président états-unien, lorsqu'il a créé la SDN et qu'il a voulu créer après ils ont créé l'ONU. Donc Woodrow Wilson, il voulait la paix dans le monde et il a voulu faire une fameuse gouvernance mondiale. C'est comme ça qu'il appelait ça, faire en sorte que le monde parle d'une seule voix et ce serait l'Amérique qui dirigerait. Ça, c'est un fait. Ça s'appelle de la domination par un seul État impérialiste que sont les États-Unis. Ensuite, aujourd'hui, je suis pas vraiment d'accord sur le fait que ce soit acté, puisque c'est pas la Russie qui a mis un stop à cette fameuse dite gouvernance mondiale, donc on va arrêter l'hégémonie américaine. C'est la Chine. C'est la Chine qui a déjà mis qui a mis à l'amende, j'utilise le terme dessin de façon un peu galvaudée, mais qui a mis à l'amende les États-Unis lorsqu'ils ont négocié le rehaussement de leur dette publique par rapport à leur budget. Et ils se sont battus pendant une semaine. Les Chinois ont appelé, dit si vous remontez pas le plafond de la dette, nous retirons nos capitaux parce qu'ils détiennent 2000 milliards de dollars de capitaux américains. Donc, effectivement, aujourd'hui, l'hégémonie américaine se fait par la dollarisation du monde et les tirages spéciaux. Les droits de tirage spéciaux, DTS. Donc ça, c'est des réalités. Par contre, lorsqu'on parle d'un type comme Jacques Attali, que je trouve médiocre, inintéressant et qui passe son temps à faire les Madame Irma en se plantant systématiquement, je rappelle que c'est le même Jacques Attali qui nous a annoncé une femme en 2022 à la tête de l'État français. Donc quand on entend un type dire tout et n'importe quoi, dire que par exemple Jérusalem sera la capitale du monde, toutes ces bêtises-là, j'ai envie de le renvoyer un petit peu à ses pénates, il est un petit peu fatigué, il dit beaucoup de bêtises. Ouais. Monsieur Abila, bon d'accord, mais ce ne sont pas des bêtises, ce sont quand même des gens qui savent de quoi ils parlent, lorsqu'ils l'annoncent à des fins. Yann, donc ils savent très bien de quoi ils parlent. Mais vous savez, concernant les tirages, les DTS, les droits de tirage spéciaux, vous savez que le délai vous savez que les DTS relèvent de la BRI, de la Banque des règlements internationaux qui est située à Bâle, et donc qui est entre autres, non, c'est un véritable État dans l'État. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas intervenir, même pour une descente de police, par exemple, ou demander des comptes, c'est impossible. Déjà, la Suisse, c'est un État dans l'État. Au niveau de la BRI, et donc ils sont responsables de l'émission de certains paniers, de monnaie. Je me suis intéressé à cela il y a une dizaine d'années, parce que j'ai un passé d'avocat fiscaliste et je me suis intéressé un petit peu aux questions monétaires. Et effectivement, il y a, de façon cyclique, de la part de la BRI, ils disposent d'un poignet, ils donnent l'autorisation d'émettre des paniers de monnaie en fonction de l'activité économique et en fonction de la force de frappe économique. Alors ça va être par exemple 40% pour le dollar, ça va être 13% pour l'euro, etc. Je connais pas des chiffres, pas là des chiffres en tête, mais effectivement, est-ce que tout ce qui se passe actuellement, puisque la BRI a reporté Insédier, je crois, de 6 mois jusqu'au mois de septembre, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, pour pouvoir déterminer le panier de monnaie à émettre en fonction des différentes devises internationales. Alors, il y a certainement une guerre de ce genre dans les coulisses, mais aujourd'hui, admettez que les Américains sont en train de faire une guerre par procuration. Ils veulent absolument éliminer l'affaire jusqu'au dernier Ukrainien et surtout jusqu'au dernier Européen. Et moi, je pense, ils ont prévenu, ont une fenêtre de tir. Oui, je vais conclure. S'il te plaît, Alice. Ont une fenêtre de tir pour réagir dans les semaines, les mois qui viennent, je l'espère, afin de se réapproprier leur souveraineté, la souveraineté des États. Qui sont les Européens?
Oui, des États européens. Oui, tout à fait. Et je voudrais juste signaler que l'Algérie, par exemple, a manifesté sa volonté de faire partie des BRICS. Oui, absolument. Elle n'en a pas les moyens, mais elle a manifesté, effectivement. Oui, elle a manifesté, et les Russes n'y voient absolument aucun inconvénient. Donc il y a un véritable bloc qui est en train de se former. Un nouveau bloc de l'Est, quoi. Et je pense qu'on va aller, si les peuples ne reprennent pas la main, les peuples européens en particulier, parce que c'est là que les choses se déroulent actuellement. Ouais. Merci Anis, merci beaucoup en tout cas pour Anis, ton avis. Pour ajouter un propos par rapport à ce que tu disais, effectivement, parce que là on parlait des États, on parlait des... Ce qui est important aussi effectivement de parler du peuple, le reproche qu'on peut faire un peu à l'Europe, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'on met en place des sanctions, mais en face à côté, on fait du bricolage. C'est clair. Moi, je connais Monsieur Bricolage. Tout le monde a fait du bricolage. C'est-à-dire, l'Italie a fait son bricolage, l'Espagne a fait son bricolage. Le seul pays, à mon avis, le plus sérieux, c'est l'Allemagne, qui aujourd'hui qui parle moins. Oui. Mais l'Allemagne, qui va morfler. Hein. Voilà. Pour votre information, je pense qu'effectivement l'Allemagne, on entend Olaf Scholz, on n'entend pas du tout parler. Non. Ils sont en train de travailler, mais ils se sont rendus compte que malheureusement, avec toute la volonté du monde, ils n'arriveront pas avec le GNL à pouvoir satisfaire les besoins d'un pays aussi industrialisé que l'Allemagne, notamment l'industrie automobile. Et à mon avis, il risque d'avoir une dislocation, je la prédis. Je vous demande de vous arrêter. Dans un instant, on va, parce que notre invité n'est pas encore arrivé, passer au zapping et puis on accueillera notre troisième chroniqueur aujourd'hui. En direct sur votre radio France Maghreb 2 avec Ali, notre directeur commercial, avec Gamal Abina, fondateur du MDC, avec Hicham Terak qui est avec nous. Comment ça va mon Hicham? Comment ça va les gens? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. Comment ça va mon Hicham? Qu'est-ce que tu deviens? Écoute, je deviens plein de choses, mais ça faisait trop longtemps que j'étais pas à la radio et t'as vu, je t'ai appelé, je t'ai dit vas-y, il faut que je revienne, tout simplement. Ouais. Mais ça va bien, bon. Tout va bien. Bon bah ça tombe bien tout à l'heure. J'ai survécu à la pandémie, j'ai survécu à... Je sais pas si je vais survivre à cet hiver, parce que je pense que le froid est dans le cœur des hommes. T'as froid mon Hicham? Oui. Ce matin j'ai caillé un peu. Ouais, on caille, on caille. Et puis le chauffage, pas question de le mettre. Hein. Ah non, ça coûte trop cher. Bon, ouais. On va brûler des voitures dans les banlieues, ça va être plus simple. Non, arrête, bêtise. Non, ouais, quand même. Tiens, la battle tout à l'heure, ça fera le débat entre vous trois. L'insécurité est-elle en train de monter en France? C'est la question qu'on se pose et qu'on va débattre. 58% pensent que oui, sur Twitter, le Grand Forum FM2. N'oubliez pas d'aller voter, de continuer de faire voter. Et Gamal Abina, Ali et Hicham batailleront sur le sujet. Ouais, bataille, on aime ça nous en plus. Ah oui, j'adore. Tiens, on devait écouter Monsieur Régis Le Sommier, grand reporter de guerre, spécialiste de la zone en Ukraine. Il nous dit, lui, que les prochains jours risquent d'être décisifs. Écoutez l'analyse de Régis Le Sommier. La question, c'est les Ukrainiens sont-ils en mesure aujourd'hui, avec cette victoire, d'emporter Lysychansk, c'est-à-dire de pousser vers l'est et de conquérir une ville majeure? Là, ça serait véritablement une victoire incontestable qui rebattrait les cartes de façon significative dans ce conflit. Une victoire pour Régis Le Sommier, pour les Ukrainiens, nous dit donc ce grand reporter. Ali, on peut parler de victoire pour les Ukrainiens? Alors là, sincèrement, depuis que la guerre a commencé, est-ce qu'on a vu une image à la télévision de ce conflit? Moi, j'ai jamais vu d'image. J'entends parler que des spécialistes sur les plateaux télé. L'objectivité n'étant pas là parce qu'on sent un sentiment malheureusement anti-russe. On n'a connu aucune objectivité. On nous dit juste que l'Ukraine est en train de reprendre ville après ville. Oui, tout ce que je sais, c'est qu'apparemment les États-Unis aujourd'hui, département d'État américain, a quand même signalé qu'ils ont un gros problème. C'est qu'ils sont en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'armes distribuées à l'Ukraine qui apparemment se retrouvent dans d'autres pays et sur des marchés parallèles. À être vendu. Ça fait quand même un petit peu peur, au point même où ils ont pris la décision de ne pas leur livrer les fameux drones bombardiers, parce qu'ils ont vraiment peur que ces armes finissent entre les mains des Russes. Ouais. Donc sincèrement, est-ce que l'armée ukrainienne est puissante? Objectivement, il faut être un peu sérieux. Je pense que si les Russes actionnent au niveau militaire, ils n'ont pas pour objectif, leur vocation, c'est pas de détruire l'Ukraine ou détruire les villes. Donc sincèrement, tout ça encore, c'est encore des discours pro-ukrainiens dont on entend parler toute la journée à la télévision, qui au bout d'un moment sont fatigants. Ouais, absolument. Alors, mon Gamal, je peux rajouter quelque chose à ce que vient de dire. Vas-y, je t'en prie, mon Hicham. Vas-y. Voilà. C'est qu'il y a, je crois, dans l'état-major américain, tu as les fameux stratèges qui ont expliqué qu'il y avait encore une fois de plus, et je suis pas pro-russe, je suis pas pro-ukrainien, mais que de la part des Russes, il y avait encore une belle démonstration de stratégie militaire, dans le sens où les Ukrainiens avançaient là où les Russes laissaient place, en fait. Donc finalement,
on a, si tu veux, une manière de présenter les choses qui n'est pas réellement objective. Alors certes, ils avancent, mais d'après l'état-major américain, donc il se pourrait qu'ils avancent parce que les Russes, ça y est, c'est bon. Ils se disent bon, alors soit ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais en tout cas, apparemment, ça découle d'une stratégie voulue. Donc finalement, on se retrouve avec encore une fois. Non, je suis pas d'accord. Autant je peux comprendre ce qu'il dit sur. Faut que je retrouve le nom de. Oui, je comprends, mais ça, ils ont dit beaucoup de choses. Les Russes ont atteint quasiment leur objectif. Non, ils ont atteint l'objectif. Ils ont Donbass pour l'essentiel. Mais là, ce qui s'est passé. Il faut se rappeler quand même un petit retour en arrière. Ils ont pris une raclée dans cette bataille de contre-offensive ukrainienne qu'ils ne l'attendaient pas. Je rappelle que le chef d'état-major russe a été limogé quand même. Donc ça veut dire que vraiment, ils s'attendaient pas à une telle raclée parce que les Ukrainiens ont fait montre, avec un équipement très important qui vient d'Occident, d'une résistance que les Russes n'attendaient pas. En vérité, quand ils ont frappé le premier jour, ils espéraient un coup d'État, ça ne s'est pas produit, et il se trouve que la moitié de la population ukrainienne est en gros russe ou russophone, et que l'autre moitié est vraiment anti-russe, clairement. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'il dit. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses dans les médias. Moi, encore une fois, ma pensée va toujours vers les peuples. Je considère que cette guerre, de toute façon, ne peut pas être gagnée par les Ukrainiens, c'est évident, et qu'en même temps, il y a des morts inutiles alors que ça pourrait être négocié. Bon, alors on va accueillir notre invité, messieurs. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Il est journaliste et il a travaillé dans les plus grandes rédactions, passé par Envoyé spécial, le magazine d'info de Canal+, que tout le monde connaît évidemment. Thierry Vincent est avec nous, journaliste. Bonjour Thierry. Bonjour. Bienvenue à vous, ça va ? Ah bah ça va, oui, très bien. On est bien sur France Maghreb 2, vous avez vu? C'est pas mal, ça a l'air sympa, ouais. Ça a l'air sympa. On est cool, on est cool. Donc Thierry Vincent, le livre Dans la tête des Black Blocs. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter ces groupes qu'on a beaucoup parlé pendant les manifestations et notamment pendant les Gilets jaunes, on en a beaucoup entendu parler. Qui sont réellement les Black Blocs et quelles sont leurs intentions? Alors, en fait, on dit les Black Blocs, moi aussi j'utilise cet abus de langage. En fait, le Black Bloc est une technique de manifestation très radicale, très offensive, qui consiste à se masquer le visage, à s'habiller en noir, à s'anonymiser complètement, de manière à pas pouvoir être identifié. Et puis bon, ça fait un apparat assez impressionnant, et c'est né en Allemagne au début des années 80, c'est pour empêcher les expulsions de squats. Alors, qui évidemment se cache sous les cagoules, c'est la grande question. Alors il y a pas mal de fantasmes autour de ça. Disons que le point commun, c'est qu'ils sont anticapitalistes et révolutionnaires. Donc eux, ils veulent pas négocier avec l'État. Ils ont pas du tout ils sont contre le syndicat. Ils n'ont pas du tout le même objectif. Ils ne veulent pas négocier avec l'État. Ils veulent renverser le système capitaliste, quoi. C'est probablement un peu illusoire en cassant des banques, mais c'est ça. Les anarchistes. C'est ça l'objectif, quoi. Mais on les confond. Pardon ? Il veut savoir si c'est les anarchistes. C'est les anarchistes. Les anarchistes. Alors, pour partir. Oui, il y a des anarchistes, il y en a qui se réclament du communisme, du marxisme-léninisme, même du maoïsme. Parfois, c'est un peu folklorique, d'autres c'est plus confus. L'anarchisme, je pense que c'est effectivement le courant politique le plus répandu au milieu du bloc. Mais c'est pas une organisation, hein. C'est en fait, vous faites partie du bloc à partir du moment où vous êtes au milieu du bloc, cagoulé et en noir, quoi. Mais c'est quoi leur intention concrètement ? Bah, leur intention, en cassant des banques, ils veulent montrer, ou des symboles du capitalisme, parce qu'ils ne s'attaquent pas à n'importe quoi. Hein. Le petit resto de quartier, le cordonnier ou l'épicier peut rester ouvert sans problème. Hein. Ils s'attaquent à ce qu'ils considèrent comme étant des symboles du capitalisme, donc les banques, les assurances, fast-food, etc. Et ils savent bien, ils ne sont pas idiots quand même, que ce n'est pas ça qui va renverser le capitalisme, mais ils espèrent par leurs actions de violence symbolique contre les biens, hein, essentiellement, ou contre la police, mais parce que la police les empêche de casser les banques, en gros. Ils espèrent par ces actions sensibiliser en fait l'opinion aux méfaits du capitalisme. Bon. On peut pas dire que ce soit forcément réussi, mais en fait c'est ça le but. Est-ce que la police connaît les individus ? On rappelle qu'ils sont cachés, ils sont tout en noir, etc. On les a vus d'ailleurs avec de nombreuses reprises lors des manifestations s'affronter avec la police. Il y a aussi cette espèce d'adrénaline aussi. Oui, bien sûr, bien sûr que ça joue. Aller chercher la police, bien sûr. Il y a le côté gendarme et voleur, adrénaline. Bien sûr qu'il y a ce côté-là, évidemment. Après, ça peut pas se résumer à ça. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y a aussi une motivation politique, mais c'est sûr qu'il y a un jeu un peu chahut. C'est un peu léger quand même ce que je dis parce que c'est de la violence, mais bien sûr qu'il y a le côté adrénaline. Même moi, quand je les filmais, que vous êtes au milieu des affrontements avec votre casque, ça pleut de partout. En fait, c'est hyper dangereux, mais on s'en rend pas compte. Mais
c'est une montée d'adrénaline extraordinaire. Vous mettiez un casque, vous, comme les autres, alors que Bernard-Henri Lévy en Ukraine ne met même pas de casque. Il est plus courageux que moi, lui. Il est beaucoup plus courageux que moi. Non, non, je n'ai pas l'immodestie de comparer un grand intellectuel. Non, un combattant. Non, Malraux, c'est une blague à côté. Alors, on est d'accord. Il paraît qu'il sera dans le prochain Avenger. Peut-être, oui, certainement. Alors, Thierry Vincent, journaliste, on peut parler un peu de vous, donc vous avez fréquenté quand même les plus grandes rédactions. Enfin, vous êtes un journaliste de terrain, d'investigation, c'est ça ? Oui, plutôt. Ouais. Vous avez travaillé en envoyé spécial ? Alors j'ai fait 2 sujets pour Envoyé spécial, un sur les Black Blocs justement, en 2016, qui s'appelait Nous sommes tous des casseurs, c'était au moment de la contestation de la loi travail. La Comrie, ouais, c'est ça, c'est là qu'ils sont vraiment massivement apparus, c'est clair. Et depuis ils n'ont plus quitté les têtes de manif. Et j'avais fait un sujet qui avait pas mal fait parler aussi, ça intéressera probablement sur cette antenne, qui était pour Envoyé spécial, en fait je m'étais déguisé en juif, je m'étais converti, en apparence, et j'avais mis une kippa et j'étais allé en caméra cachée dans des banlieues, pour voir ce qui allait se passer. Bon, c'était toi. C'était bien que je n'allais pas me faire découper en morceaux par des milices SS. Ça va, c'est pour répondre. Vous êtes toujours vivant. Il faut préciser le contexte, c'est pour répondre à quelque chose quand même. Non, c'est pour répondre effectivement à tout ce qui se dit sur l'antisémitisme en banlieue, qui serait systématique. Les Maghrébins auraient été élevés à l'antisémitisme dans le sein de leur mère. Biberonnés, oui, voilà. Biberonné, enfin bon. Tout ça, c'est quoi ? C'est du fantasme ? C'est des conneries. Ouais. Non, mais c'est des conneries. C'est-à-dire que c'est des gens qui. Non, mais il faut le dire franchement, c'est des gens qui foutent jamais les pieds en banlieue, mais ils connaissent mieux la banlieue que moi. Je prétends pas connaître la banlieue. Hein. J'habite pas loin d'ici, à Paris. Je prétends pas connaître, mais moi, quand je sais pas, je ferme ma gueule, c'est tout. Juste une question par rapport à ce sujet. C'est hyper intéressant. Pour rien cacher, je l'ai vu, j'étais impressionné par ça, et je l'ai diffusé à pas mal d'amis, sur YouTube. Mais pourquoi est-ce que ce reportage-là n'a pas eu un peu l'écho Parce que ça vend pas, Ali. Ah non, il a eu pas mal d'écho quand même. Hein. Non, mais ça vend pas assez. C'est-à-dire que s'il y avait effectivement, il y avait eu des propos antisémites où il aurait été, agressé, là oui, il a été quand même pas mal. Il a pas mal tourné. C'est vrai. Enfin, sur Internet, il a été repris. Là, même sur TikTok, là, il a fait 1 million de vues. Ouais. Non, il a fait quand même pas. Même là. 1 million de vues, je suis d'accord, mais je pense que 1 million de vues, excusez-moi, sans être méchant, un truc comme ça dans le pays dans lequel on vit aujourd'hui en France, dans le contexte dans lequel on est, 1 million de vues, c'est rien. Vu son on parle, un mec comme Pascal Praud, lui, en 2 minutes. Ah ouais, mais. Il vous met. Non, il vous met un. Vous nivelez par le bas. Oui, niveler vers le bas, c'est ça que j'en ai. Niveler vers le bas. Pas meilleur. Niveler vers le bas, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous avez fait, c'est magnifique. Moi, j'étais sincèrement agréablement et pour moi, c'était top. J'ai dit, j'en ai parlé à tout le monde. J'ai dit, regarde, le type. Quand t'as vu ce reportage, Ali, sincèrement, t'as eu peur ou pas ? Ah non. Est-ce qu'à aucun moment t'as eu peur ? Ah non, pas du tout. J'ai trouvé ça, mais je trouvais ça top. C'est moi ce qui m'embêtait. J'ai dit mais c'est un truc comme ça, il faut que tout le monde le voit, faut qu'on en parle partout, quoi, parce que c'est super important. Non, mais franchement, dans le contexte dans lequel on est, parce que vous savez, c'est la théorie de maximiser le minimum et de minimiser le maximum. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, vous avez fait quelque chose de top. Un truc comme ça, il faut véritablement, mais en permanence, quoi. En permanence, on doit le voir. Ouais. Un type qui se balade dans les quartiers. Vous étiez assis sur le banc. Est-il dangereux de marcher dans la rue en France ? Parce que vous avez vu le monsieur, c'était l'américain de Fox News là, qui était aux États-Unis. Ah oui, le israélien. L'israélien qui nous avait fait une pub. Vous avez vu ? Par contre, lui, le sien, ça a drainé, hein. Oui, il a été pris par question à poser. Hicham, on met le casque, s'il vous plaît. Quand j'ai vu cette réponse, moi, il y a un truc, il y a une personne qui m'est tout de suite venue à l'esprit. En regardant cette fabuleuse réponse d'ailleurs, ça a été l'antithèse de, comment il s'appelle là, de notre cher, celui qui nous fait des fameux reportages le dimanche soir sur M6, j'ai oublié son nom. De la Villardière. L'antithèse. Ah, on était là vraiment, pour moi, c'était vraiment le contraire de la Villardière et j'ai trouvé ça juste génial. Une réponse très intelligente finalement, à beaucoup de sujets qui sont abordés mais qui sont survolés, qui sont pas du tout vraiment mis à la hauteur en fin de compte du traitement qui devrait être, comme des sujets comme cela, et parce que mine de rien, aujourd'hui, on arrive encore à parler de ce sujet-là, alors qu'on a des sujets 10 fois plus graves, mais on parle encore de ça, c'est qu'il y a un problème de fond finalement. Mais en tout cas, bravo pour cette réponse en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, un reportage en tout cas d'une grande qualité, je m'en souviens également, effectivement. Continuer, j'ai une petite question sur le fameux Black Bloc, parce que quand même, on parlait des Black Blocs, il y a un illustre humoriste qui s'appelait Coluche et qui parlait des appariteurs.
Est-ce qu'on peut dire que les fameux appariteurs qui à l'époque, à son époque, étaient plus ou moins, peut-être, je sais pas, moi, les ancêtres des Black Blocs, je sais pas, parce que on nous faisait comprendre dans son sketch que c'était des policiers en civil qui étaient là pour foutre la merde. Alors pour moi, oui, il y a ce sketch qui est connu. Pour moi, c'est un peu une légende urbaine, ça. Ou en tout cas, moi j'ai cherché, il n'y a jamais eu de preuves. En fait, la rumeur, elle est partie. Enfin, c'est parti de la manif des sidérurgistes en mai 79, je crois. Le service d'ordre de la CGT a arrêté, à trouver un type avec une carte de flic qui disent avoir été surpris en train de casser. Mais dans les Black Blocs, il y a souvent, alors il y a plein d'images qui traînent sur les sites de Gilets jaunes, tout ça, où en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des images de flics en civil, habillés effectivement un peu racaille ou Black Bloc et tout, avec des suites à capuche, et on les voit 10 minutes après avec un brassard police. Mais on les voit jamais en train de casser. C'est-à-dire que c'est assez logique que les flics infiltrent les Black Blocs, essayent de repérer qui est là, bon, c'est leur boulot. Et après, ils vont pas s'habiller en costume cravate. Enfin, ils s'habillent un peu comme les mecs qui essayent d'infiltrer, c'est assez logique. Mais il y a jamais. Et je pense en plus, ça serait un très gros risque pour des policiers de faire ça, parce que faut pas croire que la police c'est un corps unique, qui se connaissent tous, etc. Je pense que les CRS seraient peut-être ravis d'interpeller un de leurs collègues des renseignements qui se livrerait à ce genre de choses. Alors si vous imaginez ce scandale, le risque il est énorme. Il y a un vrai gros risque. Il y a une image qui me restait dans la tête. Je crois que c'était à l'époque je sais plus quoi, je crois que c'était, je sais plus quelle manif, et on a un groupe d'individus habillés, comme tu as dit, habillés en tenue classique, en sportswear, tu vois, et qui étaient en train de péter la vitrine d'une banque. Et à ce moment-là, tu as les gens de la manif, vraiment les vrais manifestants, qui se sont mis à essayer de les arrêter. Et de là, je sais qu'il y a eu, pas une polémique, mais énormément de discussions autour de cette vidéo, parce que la manière dont les gens, ceux qui cassaient, les casseurs, sont sortis de ce petit guépier qu'ils avaient créé eux-mêmes, les gens ont dit, il y a une technique. C'est pas forcément juste un lambda qui s'amuse à couvrir son pote en train de péter un truc, et la manière de sortir. Et c'est pour ça que je te pose cette question-là, c'est parce que il y a quand même des images, je crois qu'on l'a vu, comme tu l'as dit, tu les as citées, les gilets jaunes, il y a quand même des moments où tu te poses des questions, tu vois. Après, je sais que... on peut se poser toutes les questions qu'on veut, mais je connais pas l'image dont tu parles, mais... les Black Blocs, ils ont aussi des très bonnes techniques, ils sont pas mauvais pour s'extraire de... Enfin, ça c'est des spéculations, en tout cas il n'y a jamais eu de... Moi je serais étonné quand même que les flics fassent systématiquement ça, et qu'il n'y en ait jamais eu un qui était arrêté, jamais un qui était blessé par une matraque, un LBD 40, un truc. Ça serait quand même un très gros risque, ils peuvent se faire blesser par un LBD 40, et s'ils se font arrêter, c'est pas parce qu'ils sont flics qu'on va les relâcher, ça, alors là, faut pas croire ça, quoi. Thierry Vincent est notre invité sur France Maghreb 2, on va revenir dans un instant, Thierry, parce que on a parlé d'envoyé spécial et de reportage choc, on peut le dire. Vous travaillez toujours pour Canal+, là non. Non, c'est pas... Non, pourquoi c'est un peu d'extrême droite maintenant, non, légèrement. Donc, vous avez fait aussi quelques reportages, quelques enquêtes intéressantes pour le magazine, comment il s'appelait déjà Spécial Investigation. Spécial Investigation. J'aimais bien, c'était lundi soir d'ailleurs, je crois. Ouais, lundi, après ça a été jeudi, enfin ça variait de jour. Un bon magazine à l'époque, quand Canal était une chaîne sérieuse. Oui. Voilà, et Thierry Vincent a collaboré. Vous avez travaillé aussi à RFI, la radio du monde, la radio du monde. Ouais, c'était au début de ma carrière, en fait, entre 95 et 2000. Et je suis allé pas mal en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, beaucoup moins au Maghreb. Et oui, c'est bien d'ailleurs. Bon, c'était une belle époque de Richard Lebebia. Ne bougez pas, cher Thierry, on est de retour dans un instant sur France Maghreb 2 parce que, contrairement à RFI, nous on a de la pub ici. On est de retour très vite, à tout de suite. Aussi, Le LGF, votre magazine de fin d'après-midi, votre talk sur France Maghreb 2 à cette heure-ci. Ne cherchez pas à la radio, vous avez soit les grosses têtes, soit du foot, ou soit des conneries. Donc du sérieux, c'est sur France Maghreb 2. C'est le grand forum avec Gamal Abina, avec Hicham Terak, avec Ali, et notre invité Thierry Vincent, journaliste, avec nous sur France Maghreb 2, auteur du livre Dans la tête des Black Blocs. Et je crois que notre ami Thierry Vincent, Gamal, a aussi beaucoup enquêté sur l'extrême droite. Tout à fait, d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai rencontré, que je l'ai connu, on s'est connu il y a une dizaine d'années. C'était sur le dossier de Dieudonné, Soral, Bourarache,
une histoire assez compliquée que je ne vais pas réévoquer maintenant, c'est un peu long, bref. Et à l'époque, il m'avait contacté justement pour essayer de savoir ce qui se passait, l'instrumentalisation de l'affaire de la mort de ce pauvre Saïd Pourarach qui avait été jeté dans le canal de l'Ourcq. Et Dieudonné Soral s'était emparé de cette affaire, l'avait instrumentalisé, transformé en question de LDJ contre un arabe, enfin tout un tas de trucs qui ont été fabriqués par la suite, alors qu'il se trouve que je connaissais les victimes, donc ça a été, on a beaucoup discuté. On devait faire un documentaire ensemble et ça a été annulé. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté comme ça pour le plaisir. La personne qui a conduit à l'annulation de ce documentaire, c'est Enda Ayari, qui à l'époque s'était emparé aussi du dossier, jouait l'ami de la famille. Attends, Enda Ayari, laisse-moi deviner. Tout à fait, c'est la même. Enda Ayari, c'est elle ? C'est la même. Donc c'est quand je l'ai rencontrée à l'époque et c'est à cause d'elle que le documentaire ne s'est pas fait, parce qu'un autre type que je donnerai pas le nom, qui fait partie de l'extrême droite, l'a influencé pour dire je veux parler, et à ce moment-là on a laissé tomber l'idée de faire et je l'ai jamais su ça, il m'a dit ça hier, gamin. J'ai jamais su en fait ça. Pour ça, c'est la petite histoire qui rejoint la grande histoire, ça c'est marrant. Voilà. Et oui, par rapport au bouquin, très rapidement, donc moi, l'extrême droite évidemment ça me passionne. Ouais. Souvent d'ailleurs je cite Thierry, parce que c'est lui qui m'abreuve un petit peu en information, pour expliquer qu'il y a peu d'attentats à l'extrême droite, pas parce qu'ils n'ont pas l'intention de les faire, c'est parce qu'ils sont dépistés très rapidement par les services de renseignement français qui font le travail. Thierry, ça, c'est intéressant. On a déjoué beaucoup d'attentats d'extrême droite. On en est à plus de... j'aurais pu les compter, mais on a dépassé la dizaine là, depuis 2016. C'est hallucinant parce que personne n'en parle. Alors, dizaine d'attentats de l'extrême droite en France. Il y a des groupes armés avec des armes. De rebondir. Ouais. Justement, à notre et justement, le traitement de l'information. Depuis quelques temps, depuis presque quelques années, j'ai envie de dire, je trouve que le débat, je dis bien le débat en général en France, est clairement inspiré, je dirais soufflé, je sais pas comment dire, mais c'est l'extrême droite qui fait les débats. Et même dans les médias, je trouve que le traitement de l'information n'est pas objectif. Alors, est-ce que tu peux... moi je pense que la maladie ce qui est en train de tuer le journalisme, c'est les chaînes d'infos et la course à l'immédiateté. Bon, déjà il y a 3-4 chaînes d'infos avec France TV Info qui est pas trop mal, qui est pas mal même. Je suis d'accord. Mais bon, déjà sur les 4 vous en avez une qui est d'extrême droite, faut dire clairement, CNews est une chaîne d'extrême droite qui fait une propagande d'extrême droite, disons-le clairement. Le groupe Bolloré. Le groupe Bolloré, oui, le plus grand censeur de la presse. Donc déjà voilà, et après le problème de la course à l'immédiateté, c'est que on va la faciliter. Le seul truc qui compte si on est BFM, c'est d'arriver 2 minutes avant LCI, CNews, etc. C'est un faux spectacle. Donc voilà, oui, tout à fait. Donc il y a forcément plein de fake news ou de fausses infos qui arrivent, ou de manipulations même auxquelles les médias en fait se laissent prendre. Par exemple, pour revenir au Black Bloc, il y a eu cette histoire 14 juin, je crois 2016. On annonce partout sur les chaînes d'infos, les Black Blocs ont saccagé l'hôpital Necker. Oui, ça c'est intéressant. Alors on a l'impression, pour moi, saccagé, ils sont rentrés dedans, ils ont tout cassé, ils ont peut-être molesté des soignants, etc. En fait, l'affaire se dégonfle rapidement, on s'aperçoit en fait, parce qu'il y a une vidéo, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, ils sont pas rentrés dans l'hôpital. 2, c'est pas à l'entrée de l'hôpital, c'est une façade perpendiculaire où c'est pas évident de savoir que c'est un hôpital, c'est marqué en haut, mais enfin au milieu des lacrymos, tout ça, donc probablement que personne n'a vu que c'était l'hôpital, qu'ils n'ont pas compris que c'était l'hôpital. Et 3, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On voit un type, effectivement habillé en noir, qui d'ailleurs ne vient pas de la direction où était le bloc, parce qu'à ce moment-là, le Black Bloc, il suivait les forces de l'ordre, et c'est eux qui étaient visés. Et il se trouve qu'à un moment, ils passent devant Necker. Donc, des trucs qui... Mais c'est même pas que c'est un hôpital. En fait, il y a un type qui vient même pas d'où était le Black Bloc, qui était habillé en noir, qui a pété 3 vitres. Il y a un mec qui lui dit arrête, c'est un hôpital, et puis le type s'est cassé, quoi. Et voilà, ça devient... Et il y a encore maintenant, sur les chaînes d'infos, d'affreux consultants en sécurité. Je sais pas ce que c'est, un consultant en sécurité. C'est quoi le mec, il est quoi ? T'as une boîte de sécurité, tu gagnes du pognon avec ça. Moi, si j'ai une boîte de sécurité, je vais dire qu'il y a de la sécurité partout. Thierry, revenons, si vous le voulez bien, sur les attentats d'extrême droite, parce que c'était très important. Alors on nous parle, et à juste titre d'ailleurs, qu'il y a des attentats qui ont été déjoués, des attentats islamistes, d'intégristes, etc. On nous parle jamais des attentats déjoués c'est vrai. À la manœuvre de l'extrême droite. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des groupes armés Est-ce qu'il y a des groupes armés d'extrême droite ou pas en France ? Oui. Et quelles sont leurs manières de nuisance en fait ? Est-ce qu'ils ont les moyens il y en a. Alors les moyens, je sais pas, parce que comme ils sont assez crétins en général, donc ils sont arrêtés parce qu'ils sont assez facilement infiltrés, contrairement au Black Bloc. Heureusement. Mais bon, on en a trouvé avec des armes. Il y avait un groupe qui s'appelait OAS, ça s'invente pas, qui avait quand même 110 membres, 10 sections, ils avaient des armes, des projets quand même d'empoisonner de la viande halal dans les supermarchés. C'est assez élaboré. Et bon, il y en a, c'est un peu des loups solitaires, un peu folkloriques. Enfin, un loup solitaire armé. D'ailleurs, il y a déjà eu des attentats d'extrême droite. Il y a eu le
mec, le vieux il est mort maintenant, qui est un ancien du Front National, qui a tiré sur la mosquée de Bayonne. Bon, il a fait que 2 blessés, heureusement. L'affaire, d'ailleurs, n'a pas été classée en terroriste. En terrorisme, c'est absolument incroyable, parce qu'on a dit, il est déséquilibré. Oui, d'accord, il est déséquilibré. Et justement, ça, tu peux nous expliquer le processus, le procédé en fonction de la couleur. Alors, je reprends une vanne qui tourne, un mème qui tourne sur Internet, c'est qu'il y a une sorte de Pantone, d'échelle de couleur, et en fonction de la couleur, on a une personne qui est soit terroriste, qui baigne dans le sang, justement, qui veut tuer du juif, tuer du mécréant, et plus il s'éclaircit, plus c'est problèmes familiaux, ambiance psychologique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Comment ça? Comment c'est construit? J'en sais rien. Moi, je pense que je vais dire les choses telles qu'elles sont. On dit tout le temps que la police est raciste, il y a des violences policières, etc. Mais je trouve qu'on s'en prend pas assez à la magistrature, en fait. Les juges rouges, c'est quand même une grosse blague. N'importe qui allait suivre des procès, la plupart. Il faut voir, c'est le festival. Il y a beaucoup de présidentes. Très à droite. Alors, il y en a pas du tout. Il y en a qui sont très corrects, mais il y en a beaucoup. Moi, j'ai vu des délits de faciès en direct. Tout à fait, je suis d'accord. Si je m'appelle Thierry Vincent et que je suis blanc, c'est pas la même que si je m'appelle Mouloud et que j'habite. Tout à fait, pas la bonne adresse. Voilà, faut le dire. Et donc, la magistrature est encore un vieux truc. Le danger, c'est les rouges ou alors les hordes d'invasion musulmanes. Et l'extrême droite, c'est pas très dangereux. Faut bien que jeunesse se passe, quoi, en gros. Donc il y a cette idée que c'est pas très dangereux. L'extrême droite, c'est 3 nazillons qui font zigaille une fois qu'ils sont bourrés, mais c'est pas pris très au sérieux. Et moi c'est vrai que parce que quand même, les services de renseignement, eux, ils savent le danger terroriste. Laurent Nunez, qui est maintenant préfet de police de Paris, à l'époque, il était attaché au ministère de l'Intérieur. Ouais, voilà. Il s'occupait de la lutte contre le terrorisme. Lui, il l'a dit. Premier danger terroriste, le djihadisme, effectivement. Deuxième danger, l'extrême droite, l'ultra-droite. L'extrême gauche, on n'a pas, pour l'instant, trouvé de groupe d'extrême gauche qui ait des armes. Des vraies armes. J'ai juste une petite question sur la partie extrême. Moi, j'aurais 2 questions. Sur la partie extrême, la motivation est toujours anti-musulman, c'est ça? Toujours anti-islam? Oui, c'est parfois antisémite. C'est parfois antisémite, c'est parfois anti-antifa, alors ça c'est la mode là, ils ont des t-shirts anti-antifa. Anti-antifa, ça veut dire fasciste. Oui, parfois c'est aussi contre la gauche ou l'extrême gauche, beaucoup. Il y a eu pas loin d'ici quand même un bar, le Saint-Sauveur, qui s'est fait lâchement agresser. Type, ils sont pas en train de militer, ils boivent des coups dehors, et qui sont fait agresser le jour d'ailleurs, l'anniversaire de la mort de Clément Méric, ce jeune militant d'extrême gauche qui a été tué par des skinheads, donc ils s'en prennent aussi à ça, et ça c'est pareil, ça pas fait. Enfin, on sait qui c'est, les mecs. Ils ont fini par être condamnés. C'est les mêmes qu'on voit dans le meeting de Zemmour en train de tabasser les gens de SOS Racisme. Ils sévissent toujours. Et la deuxième question, c'est au niveau européen, parce que tu vois qu'on nous parle des fois d'extrémisme en Allemagne, d'extrémisme en Italie, le nationalisme revient. Est-ce que toi qui connais un peu ces milieux, est-ce que c'est vraiment des milieux qui sont connectés aujourd'hui ou pas du tout? Un peu, mais pas trop. Pas trop, c'est une question. Pas trop. Tant mieux. Oui, tant mieux. Non, mais parce que en fait, c'est contradictoire. On peut faire une internationale d'extrême gauche, on peut pas faire une internationale d'extrême droite, parce que par définition, ils sont nationalistes. Les nationalistes italiens, ils vont pas être d'accord avec les nationalistes autrichiens parce qu'ils se battent pour le. Non, parce que quand tu vois les Hongrois, par exemple, les Hongrois à la télé, tu vois, ça fait peur quand même. Ouais, les Hongrois. Par exemple. Les Hongrois, c'est une extrême droite qui est pro-russe, mais aussi une extrême droite pro-ukrainienne. Donc c'est très compliqué en fait. C'est un joyeux bordel. Mais tu citais l'Allemagne, c'est un cas intéressant parce qu'en Allemagne, alors eux, ils n'ont pas eu de Bataclan, ils n'ont pas eu de Charlie Hebdo, tout ça. Ils ont très peu d'attentats djihadistes, très peu. Les 3 plus graves attentats qu'il y a eu depuis 4-5 ans, c'est des attentats meurtriers d'extrême droite, contre une synagogue, des kebabs. Et pour les Allemands, le danger numéro 1 de terrorisme, c'est l'extrême droite. Avant très présent en Allemagne. Oui, très présent. Thierry, est-ce qu'on peut savoir ce que tu fais actuellement là en matière de journalisme? T'en es où? Je m'amuse à emmerder l'extrême droite. C'est bien. J'aime bien, c'est pour le plaisir. Et c'est quoi la prochaine enquête, prochain livre? Je sais pas, prochaine enquête, je sais pas, je vais pas le dire tout de suite. Mais ça te fera l'occasion de revenir. Faudrait peut-être parler déjà du bouquin un petit peu quand même. Oui, vas-y. Voilà, parce que donc le titre c'est Dans la tête des Black Blocs, donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il a parlé avec les Black Blocs. Vérité et idées reçues. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup d'idées reçues et puis les vérités sont révélées dans le bouquin aux éditions de l'Observatoire. Donc c'est un bouquin qui fait à peu près 200 pages que j'ai lu effectivement avec beaucoup d'attention. Et il y a un passage qui m'a fait particulièrement rigoler, c'est la question des Black Blocs français, enfin ils sont pas Black Blocs à ce moment-là, mais ils deviennent, qui vont rejoindre ces fameux créateurs du mouvement Black Bloc qui sont les Allemands, et qui trouvent, voire des Allemands très organisés, très structurés, très
on voit bien très prussiens littéralement, et tellement organisés qu'ils en arrivent pratiquement à devenir des gens trop organisés et trop doux aux yeux des Français. Parce qu'en Allemagne, effectivement, eh bien, le tic qui va casser, il va être pénalement très lourdement sanctionné. Alors qu'en France, on cherche effectivement à les poursuivre, mais il n'y a pas la même approche. Donc les Français arrivent là-bas en voyant leur père spirituel et se trouvent confrontés à des Allemands qu'ils trouvent trop mous aux yeux des Français. Et les Allemands les trouvent trop durs par rapport à eux-mêmes. Comme image. Mais parce qu'en fait, c'est la force du le Black Bloc, la force, et c'est pour ça que ça marche au début, puis au bout d'un moment, quand c'est ritualisé, ça marche plus. C'est que la force, c'est l'imprévisibilité et la surprise. C'est ça, l'agilité, le mouvement, etc. Au bout d'un moment, à partir du moment où c'est trop organisé, ça commence à l'être en France d'ailleurs, parce que bon, maintenant ils sont tous en tête, ils s'habillent en noir. Bon, là, il y a plus de surprise. Et les Allemands, ils ont effectivement inventé ce mode opératoire, mais maintenant, c'est assez ritualisé, quoi. C'est presque une chorégraphie. Bon, les flics chargent, le contre-charge. Enfin, ouais, c'est pas. Alors, tandis que les Français, c'est tout fou, quoi. Comment? Il faut jamais rencontrer son idole, c'est connu. Oui, c'est ça, oui, on est souvent. Non, mais surtout, ce qui est marrant, c'est que les Allemands finissent par être fascinés par les Français. Complètement. Qui trouvent des héros courageux et qui vont. Mais le mot d'ordre des Black Blocs, c'est vraiment la violence. Non, c'est la. Non, mais quand je dis la violence cassée, par exemple, c'est pas quelque chose de. Non, c'est pas tellement de la culture, oui. Non, ils pratiquent. C'est pas la violence pour la violence. Ils pratiquent la violence, mais eux, ce qu'ils disent, c'est que la violence est un mal. Je ne vais pas leur avoir. Non, pas du tout. La violence pour eux est un mal nécessaire pour renverser un système qui est considéré comme un. C'est ça la différence avec l'extrême droite, c'est que l'extrême droite, c'est une valeur en soi, la violence et la force. Eux, non, ils disent que c'est un mal nécessaire, mais que leur but, c'est une société justement sans violence, sans domination, sans oppression, etc. C'est là où l'extrême droite est fondamentalement. L'extrême droite a tué dans le passé, les Black Blocs, non. Ils ont tué personne. Déjà, ils ont tué personne, mais l'extrême droite, c'est une finalité, la violence. Pas seulement un moyen, alors que les Black Blocs, c'est un moyen pour en finir avec la violence sociale. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est peut-être pas le bon moyen, mais c'est. Mais si d'aventure demain, il y avait malheureusement un Black Bloc qui malheureusement pourrait mourir en. Mais il y a déjà eu un mort. Enfin, c'est pas le Black Bloc, mais il y a eu un mort. Quand même. Ça se passerait comment? Parce que on peut mourir sous les coups de matraque, ce genre de choses, c'est possible. C'est même étonnant que ça soit pas arrivé. Ouais, justement, c'est ça qui. Ils prennent le risque. En fait, ils prennent le risque. Ils sont prêts à ça. C'est un peu des. Excuse-moi du mot. On met 25 guillemets. C'est un peu des djihadistes, un peu social, c'est ça? non, parce qu'ils s'en prennent pas aux gens. Non, pas aux gens, mais dans le sens, ils sont prêts demain matin avec un CRS. Non, parce qu'ils vont pas aller ils vont pas non plus aller se faire sauter avec une bombe devant un CRS. Non, mais il peut prendre des coups, je sais pas lui. Ah oui, non, mais ça, ils prennent des coups. Ils prennent des coups. Ils peuvent aller en garde à vue, voire en prison. Enfin, ils vont pas. Voilà. D'ailleurs, il y a une séquence dans le livre qui m'a fait rigoler, c'est celle du vieux SO de la CGT, fatigué, qui veut faire la sécurité dans sa manifestation, qui se confronte au Black Bloc, qui se fait démonter par les Black Blocs, qui considère la CGT comme étant finalement une organisation qui est gouvernementale, quasiment institutionnelle, et qui méprise. Ouais, parce qu'ils considèrent que. Alors, c'est pas vrai d'ailleurs de certaines branches de la CGT, parce qu'il y en a même qui défendent plus ou moins le Black Bloc. Le syndicat Infocom, par exemple, ils défendent plus ou moins, presque ouvertement le Black Bloc. Disons que la CGT était. C'est plus un syndicat révolutionnaire, c'est clair, c'est un syndicat réformiste, contrairement à ce qu'ils signent. Mais je ne reproche pas, mais c'est vrai qu'ils signent plein d'accords d'entreprise. Voilà. Et donc, eux, ils leur reprochent ça. Et c'est vrai qu'il y a eu dans le passé quand même des affrontements avec le service d'ordre de la CGT qui voulait se débarrasser. À l'époque, c'était les autonomes. Enfin, ils leur cassaient la gueule. Valait mieux se faire arrêter par les CRS que de tomber sur les gros bras de la CGT. Et là, ils sont un peu vieillissants, ils se sont fait complètement déborder en 2016. Et depuis, en fait, ils ont renoncé à. Ils ont lâché la sécurité. Non, vous allez devant, faites ce que vous voulez, vous pétez les banques. J'ai une dernière question. La CNT, que je connais, j'ai travaillé un petit peu avec eux pour des produits publicitaires. La CNT, qui était assez radicale, c'est un mouvement espagnol. J'ai du mal à comprendre comment elle aborde les Black Blocs, parce qu'ils étaient quand même assez radicaux aussi. Ils sont très radicaux, mais ils considèrent que. En fait, eux, ce qu'ils disent, c'est bon, la violence des Black Blocs, nous, on s'en fout, en fait. C'est de la violence de paillettes pour amuser les médias. Ils considèrent que c'est pas le bon moyen. Considère que c'est un peu crétin, que c'est pas. Eux, ils sont plus sur les mots d'ordre classiques des anarcho-syndicalistes, c'est-à-dire la grève générale, le blocage, voire le sabotage. Et pour eux, c'est un peu puéril, les Black Blocs. Et c'est vrai que finalement, ça marche pas, les Black Blocs, parce que comme il y a une telle désinformation, on a l'impression qu'ils cassent tout, qu'ils vont zigouiller tous ceux qui passent sur leur passage, casser tous les épiciers, ravager la ville, finalement leur message n'est pas entendu. Il coûte combien le livre? 18 €, c'est rien. Bon, c'est rien. Ça permettra de briller dans les dîners en ville. Vous serez même dans la tête des Black Blocs. Plus intelligent que BHL. Non, on n'a plus le temps, Hicham. Dans la tête des Black Blocs. On n'a plus le temps, j'ai la pub. C'est terminé. C'est fini, mon vieux. T'avais qu'à être à l'heure. Dans la tête des Black Blocs, c'est donc Thierry Vincent qui reviendra. Il reviendra, Thierry. Il connaît la maison. Avec plaisir. Voilà. Thierry, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur France Maghreb 2 dans un instant.
Mab va nous raconter l'histoire de Fort Boyard, puisque voilà, c'est son générique dont il va être question, et le quiz et la battle à suivre. Évidemment, ne bougez pas, tout de suite, juste après la pub. Le LGF, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 avec Hicham Terak, avec Monsieur Ali, avec Gamal Abina, et dans un instant la battle. L'insécurité est-elle de plus en plus présente en France? C'est la battle et la discussion. 58% à le penser sur Twitter, le Grand Forum FM2. Pour l'heure, c'est l'heure de retrouver Mam, la belle histoire des génériques de l'émission Fort Boyard. La belle histoire des génériques. Fort Boyard, depuis 1990. Une émission culte et cultissime. Celle qui façonne nos étés, les rendant plus joyeux, donnant goût aux aventures au long cours. Depuis près de 32 ans, sur antenne depuis sur France 2, la période estivale porte un nom le samedi soir, Fort Boyard, et ce depuis le 7 juillet 1990. Produit aujourd'hui par Adventure Line Productions et tourné sur le Fort Boyard en Charente-Maritime, l'émission est présentée par Olivier Mine depuis près de 20 ans. Le principe, une équipe de compétiteurs, auparavant des anonymes et aujourd'hui des célébrités, se retrouve sur le célèbre Fort Boyard, cette célèbre fortification située sur l'île d'Aix et d'Oléron, pour réaliser différentes épreuves physiques et intellectuelles, afin au bout de 7 clés et d'indices remportés, de décrocher des boyards, la monnaie fictive du programme, dont les gains seront reversés à une association. Autour du jeu, des personnages tout aussi fantasques renforcent l'identité de l'émission par son mystère et ses fables fantastiques, à l'image du Père Fouras, Passe-Muraille ou Passe-Partout, ou bien même la boule. Les épreuves d'épée, de Mister et Lady Boo, ou encore l'épreuve des cotons-tiges et des cylindres resteront des grands classiques. Après avoir été animé par Patrice Laffont avec Marie Talon, puis Sophie Davant, puis Valérie Pascal et enfin Sandrine Dominguez, le maître du fort Laffont cède sa place à Jean-Pierre Castaldi avec Sarah Lelouch, puis l'arrivée d'Olivier Mine en duo avec Anne-Gaëlle Richaud, puis seul à partir de 2003. L'émission fut créée par le pape des jeux, Jacques Antoine, en compagnie de Jean-Pierre Mitrocé, le père d'Ilona, et Pierre Launay. Et la mythique musique du générique est signée Paul Koulak, celui qui était destiné, ce générique, à une musique d'une attraction d'un parc de loisirs, Planète Magique. Je vous propose d'écouter un extrait de la toute première émission qui s'appelait alors Les Clés de Fort Boyard. Et le speaker qui la présente en préambule n'est autre que Olivier Mine, qui la présentera plus de 10 ans plus tard. Nous sommes sur Antenne 2, le samedi 7 juillet 1990, et débute Les Clés de Fort Boyard. Pour le Fort Boyard, colossal vaisseau de pierre, ancré pour l'éternité au large de La Rochelle. Cette équipe de 6 candidats va y vivre une aventure étonnante. Au cœur du Fort Boyard se trouve une salle du trésor. Dans cette salle, 18 coffres, dans lesquels sont inégalement répartis 4000 pièces d'or. Chacun de ces 18 coffres est fermé par une clé différente. Chacune de ces 18 clés ouvre aussi l'une des 18 serrures de la porte de la salle du trésor. Donc, plus les candidats auront de clés, plus ils pourront ouvrir de coffres, plus ils pourront emporter de pièces d'or. Fort Boyard, qui a regardé? Moi, bien sûr. Ouais, Gamal? Moi, j'aimais bien d'ailleurs, c'était une émission très sympa, très spectaculaire. Ouais. Bon, bah voilà, merci beaucoup, Mab, en tout cas, pour nous avoir raconté cette histoire de cette émission et de son générique. Fort Boyard, un générique qui retentit l'été. Quand on entend cette musique, ça veut dire qu'on est bientôt en vacances. Et ça, c'est bon! Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Oui, le Grand Forum. Et c'est l'heure d'un petit quiz. On y va. Le quiz. Terak, face à Abina et Ali. Oui, bonjour. 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 Première question. Quelle entreprise a fermé tous ses magasins samedi soir? Camailleux. Oh, voilà. Terminé. Ah oui, ils ont coulé. Ah, ça y est. C'est Plus de chaud. 2000 personnes au chômage. Hein. Aïe, aïe, aïe. Camailleux quand même, Camailleux. Ouais, Camailleux. Camailleux, c'est chaud quand même. Ouais. C'est un gros morceau. Hein. La femme de quel député a déposé une nouvelle main courante? Quatennens encore. Ouais.
Encore Bah oui, contre son mari la semaine dernière. Il s'agit d'une plainte pour harcèlement par SMS. Ça en devient risible. Adrien, calme-toi. Il a continué là. Non, mais, franchement là-dessus, je crois qu'on est rentré. Alors bien sûr c'est blâmable. C'est Dallas, hein. Mais arrive un moment, je crois qu'il y a la vie privée, tu sais. Moi je m'en tiens à Dupond-Moretti et là je le rejoins à 100%. Il a dit quoi ? C'est intolérable que le tribunal du peuple s'exprime à la place des juges. Il a dit c'est inadmissible, on ne va pas dézinguer les gens qui doivent arrêter leur fonction au motif qu'ils sont soupçonnés, parce qu'encore une fois c'est des soupçons, de choses qui ne soient pas bien. Troisième question, dans quel pays a eu lieu une bousculade dans un stade olympique avec quand même pas moins de 174 morts et des dizaines de blessés. 174 morts ? Indonésie, absolument. Catastrophique. Conflit avec le rappeur Booba. Quelle influenceuse a affirmé avoir reçu plus de 100 000 menaces? Berda. Oui, c'est quoi ça? Makali Berda. Makali. Bah, Booba, il est en guerre contre les influenceurs. Je ne connais pas trop, mais c'est qui Berda? C'est Makali. Moi, Berda en arabe, ça veut dire froide, mais sinon. Ah non, mais Berda, il y a Azoulay Berda, AB Productions. Non, rien à voir. Moi, Berda, c'est. Dernière question, selon une étude, écoutez bien, selon une étude du ministère, parce qu'on apprend des choses dans le quiz aussi, mine de rien. Selon une étude du ministère de la Santé, combien de lits d'hospitalisation ont été supprimés en 2021? C'est 2 ou 3 000. 2 ou 3 000. Bah non, c'est plus. 10 000. Non, moins. 5 000. Non, un peu moins. 3 000. 4300 lits ont été supprimés en 2021. À force de balancer. Voilà. C'était la petite info que je souhaitais faire passer. 4300 supprimés? Ouais. Ah, ils ont tout compris, le Covid. Ah bah oui. Ah bah ils s'en sont servis. Et le Covid, ils ont tout retenu comme leçon. C'est magique. C'est bien, ça fait plaisir. Allez, dans un instant, on va parler d'insécurité, les gars. Est-ce qu'elle est, selon vous, en montée, cette insécurité? En tout cas, c'est ce que les Français ressentent au travers de notre question que l'on a posée sur Twitter, le Grand Forum FM2. 58% à le penser. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent que non? Eh bien, on en débat dans un instant, dans une bonne battle entre Hicham, Ali et Gamal Abina. On sort les couteaux, on arrive. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est l'heure, et pour finir l'émission par une bonne battle. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travaillez plus pour gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet! Ah, il fait mal à la tête, Macron, à chaque fois, c'est un truc de fou. Une fusillade a éclaté, messieurs, dans un quartier de Grenoble, pas plus tard que samedi à Nantes. Ce sont les habitants et les commerçants qui ont manifesté également samedi contre la montée de la violence après plusieurs faits divers. À Strasbourg, les pétitions dénoncent l'insécurité grandissante dans la ville. Et à Dijon aussi, le trafic de stupéfiants est en augmentation constante, sans oublier que ce week-end à Marseille, il y a encore eu 3 morts. Du coup, l'insécurité est-elle en train de monter? Je vais donner la parole peut-être pour commencer au plus sage d'entre vous, à savoir monsieur Ali, qui va nous dire selon lui s'il pense, s'il est d'accord avec nos auditeurs qui pensent effectivement qu'il y a une montée importante de l'insécurité en France. Mon cher Ali, c'est à toi. Alors effectivement, moi je pense qu'effectivement l'insécurité, alors elle est peut-être pas violente comme on peut le voir aux États-Unis, mais je pense qu'effectivement en France, il y a beaucoup d'insécurité de plus en plus. Alors il y a des actes délictuels, hein, les gens à qui on va voler les portables, les gens à qui on va raqueter dans le métro. Donc je pense qu'au contraire, alors c'est lié à quoi? C'est lié à la société dans laquelle on est. Hein. Les réseaux sociaux aident énormément. La télévision, c'est un super tremplin et c'est un bon miroir pour les enfants pour pouvoir être motivés. Vous avez le droit de couper à partir de maintenant. D'accord, je laisse. Je préviens les camarades. D'accord, oui, d'accord. Mon gamin, il va me couper là, je sens. Non, j'ai envie d'entendre la suite. Non, tout à fait. Donc alors il est vrai que l'insécurité en termes de nombre, je pense que tout ce qui est petit délit, il y en a énormément. Hein. Moi, mon fils, pour être caché, était victime de raquette. Hein. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose d'assez embêtant. Il y a, je pense, énormément de délinquance, mais de la petite délinquance, entre guillemets. On n'est pas dans... Alors c'est vrai que ce qu'on voit à la télévision, quand on nous montre les règlements de compte, ça a toujours existé, hein. Ça a existé il y a 20 ans, sauf qu'on n'en parlait pas, donc ça va continuer à exister. Mais aujourd'hui, par exemple, la drogue qui se vulgarise dans les quartiers, tout ça, ça ne peut laisser malheureusement que la porte ouverte à tous les petits, les actes que l'on voit aujourd'hui à Marseille, à Strasbourg, voilà, la vente de drogue, les gens ont besoin d'argent, il y a du chômage. Donc je pense qu'au contraire, les chiffres ne font qu'augmenter.
Gamal, est-ce que tu partages le constat fait par Ali et par beaucoup de gens ici en France? L'insécurité est en nette montée. Alors moi je dirais jamais oui ou non, je dis non en général parce que je trouve qu'on a tendance à exagérer les faits. Je reviens très rapidement sur l'histoire. Dans les années 60, on avait les blousons noirs, c'était les anciens espagnols, italiens qu'on considère comme des étrangers. Et nous n'existait pas encore, on était encore des pucerons, voire rien du tout. Et ensuite on a les années 70 où c'est à peu près calme parce qu'on sort des 30 glorieuses, mais ça se passe bien, mais il y a quand même de la délinquance qui existe dans les quartiers pauvres, puisque c'est toujours lié à la pauvreté. Dans les années 80, on commence à grandir, c'est vrai, donc il y a de plus en plus de jeunes dans les quartiers populaires et de moins en moins de services sociaux, de moins en moins de travail, de plus en plus de difficultés, donc ça se croise. Et pour finir, j'ai envie de dire, les années 90, c'est l'apogée de la violence. On est vraiment dans une société qui part à volo, avec l'école qui est décrédibilisée, avec la police qui contrôle à ne plus finir, avec des violences interurbaines, entre noirs, entre arabes, avec les skins, bref. On a tout un tas d'éléments comme ça qui accélèrent la sécurité. Mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, non, c'est pas vrai, il y a une baisse. Parce que d'abord, on classe l'insécurité, ça ne veut rien dire. Il y a la petite délinquance, c'est bien de le rappeler, Ali, la moyenne délinquance et la grande délinquance qu'on appelle la criminalité. Donc ces trois... Excuse-moi, Gamal, je te coupe, je rajouterais les incivilités. Ça c'est autre chose, ça. Encore une fois, les incivilités. Ouais, justement, on mélange tout. On mélange, merci. Ça c'est à la limite c'est le premier degré. Donc confondre les incivilités, petite délinquance, moyenne et grande délinquance, voire criminalité, c'est confondre tout. En vérité, et c'est ça qui me rassure, et ça va paraître étonnant, la grande criminalité a quasiment totalement disparu. Ça paraît très étonnant ce que je dis, à part les actes terroristes qu'on condamne, mais il faut se rappeler qu'on ne peut plus cambrioler une banque. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu de cambriolage? C'est fini ça. Donc la grande criminalité organisée avec des fusils d'assaut, avec des parfois il y avait des bazookas. Une boucherie qui a été une bijouterie pardon. Oui, mais ça c'est la bijouterie, c'est la seule chose qui reste. Mais les banques ne sont plus attaquables. Dans les années 60, 70, 80, on y allait à la banque. Moi j'ai des copains qui sont tombés en prison pour une attaque de banque. Aujourd'hui c'est fini. Hicham. Ouais, bah écoute, je rejoins un petit peu ce que tout le monde dit, dans le sens où effectivement il y a un gros mélange, on mélange beaucoup de choses, et encore une fois, on en discutait tout à l'heure avec notre invité, je pense qu'aussi les médias y jouent énormément, parce que dans nos médias, on prime sur, tu sais, le côté réagir à chaud, réagir, tu sais, faire réagir les gens, jouer sur les émotions, et être le premier à arriver et dire quelque chose sur un événement. Des fois, ce sont des non-événements. Alors oui, certes, il se passe des choses, mais par moments, on monte en épingle certains sujets. Ça, faut pas l'oublier. En fonction de l'agenda politique, je pense que Gamal va me rejoindre là-dessus. Tu as certains sujets qui vont remonter, tu te dis, mais d'où ça sort? Alors que pourtant, non, quand tu vas dans la rue, tranquille, tu vois ce que je veux dire. Refus d'obtempérer, est-ce que c'est de l'insécurité ou pas? Pas du tout. Non, pour moi, non. Des meurtres à Marseille, c'est de l'insécurité? Bien sûr. Ouais, bah bien sûr. On en est à 25 quand même cette année. Oui, mais tous les ans, à 25 meurtres à Marseille, ça n'a jamais changé. Ça fait depuis quasiment 100 ans qu'il y a des meurtres à Marseille, donc il n'y a aucune surprise. Ouais, donc faut s'y habituer, c'est ça? Non, c'est pas que s'y habituer, c'est que cette cité, la cité phocéenne, a toujours été malheureusement d'abord très pauvre et un foyer d'insécurité et de violence qui était connu à l'époque, que ce soit Nice, Marseille ou autre, par ce qu'on appelait la criminalité organisée. Maintenant, c'est plus organisé, mais il y a toujours une criminalité qui est assez endémique et qui a toujours existé depuis 100 ans. Mais regarde, quand tu prends, tu as moi ce que j'appelle, hein, tu as le Amazon, et puis tu as l'Amazon à la maison, puis tu as les marketplaces de la drogue. Bah, tous les endroits aujourd'hui dans toute la France, et Dieu sait qu'il y en a partout, hein, que ce soit Marseille, Metz, Strasbourg, Mulhouse, Nancy, bah, c'est développé aujourd'hui les Amazon Place où on vient acheter notre petite quantité de drogue. Bah, c'est forcément ces endroits-là, bah, forcément ça ne peut être que généré. Tu es un connaisseur, mon Ali, j'ai l'impression. Pardon? C'est lui qui tient le marché, hein, c'est la porte à penser l'américain. Ah bah oui, mais la différence entre Amazon, c'est que tu commandes. Là, le marketplace, tu vas chercher ton produit. C'est super sérieux. Tu vas chercher ton produit. Ouais, c'est du shit drive. Voilà. D'ailleurs, je tiens à rappeler une chose très importante, hein, à mon sens, hein, en dehors de la drogue, effectivement, tu as raison de le rappeler, c'est que à une époque, quand on était dans Paris, alors les gens ne connaissent pas ça, s'il faut lire dans les livres d'histoire. On parlait de certaines rues qui n'étaient pas éclairées, puisqu'on éclairait encore même pas la lampe à pétrole au départ. On appelait ça les rues coupe-gorge. Je traduis. Lorsque vous marchiez dans les rues, vous étiez dépouillé. C'était la bourse ou la vie. Et on vous coupait la gorge à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà entendu une seule personne qui se fait couper la gorge pour son argent? Non, mais c'est pour dire que l'insécurité est un phénomène de société classique dans les sociétés modernes, contemporaines et concentrationnaires, entre guillemets, j'exagère le terme. Dans les sociétés où il y a beaucoup de population, dans les endroits confinés, où il y a peu d'argent, vous avez forcément de la violence. Ouais, mais le fils de Ali s'est fait racketter. Par exemple. C'est condamnable, mais ça, le dépouillage, on l'a connu dans les années 80, toi et moi, Ali, tout le monde se faisait dépouiller à un moment donné ou à un autre, ça arrive, si on n'est pas fort. Alors, en plus de ça, il y a ce que moi j'appelle le phénomène. Il a dit mine de rien que ton fils n'était pas fort. Hein. Non, si, il n'a pas dit son fils. S'il était 10 contre lui, c'est autre chose.
C'était 10 contre lui, ça fait 10 contre lui. Après, tu as le phénomène de l'autopéripétie. Tout à C'est fait. quoi L'autopéripétie. Oui, l'autopéripétie, c'est de dire qu'un événement, c'est dangereux, donc les gens n'y vont pas, donc les gens ne sortent pas. Et on voit alors que si tu as tout le monde qui sort, par exemple, aujourd'hui, tu as vu, on dit aux filles ne sortez pas à 21h, 22h, c'est dangereux. Quand tu prends au bout d'un moment le métro à 23h, tu trouveras très très peu de gens qui vont sortir parce qu'on leur dit c'est dangereux, ne sors pas et tout ça. Si tout le monde sortait à 11h, minuit, peut-être qu'effectivement, il y aurait, comme tu l'as peut-être si bien dit, on verrait peut-être moins cette délinquance. La question qui fâche, faut-il lier l'insécurité à l'immigration? Alors là, sincèrement, c'est un sujet... Non, mais je pose la question. Dans ces cas-là, nous avons changé de nom de station France Maghreb. Arrêtez. Nous avons un nouveau nom. France FM. C'est France FM ou France News. On nous dit d'ailleurs que, par exemple, à Nantes, c'est les migrants qui foutent le bordel, par exemple. Mais c'est pas une question d'immigration, il faut être très clair. C'est une question de misère sociale. Le migrant étant le plus misérable, évidemment, il y aura des tendances pour essayer de se nourrir ou d'acheter sa drogue ou je ne sais quoi d'autre. Il y aura des tendances à la violence parce qu'ils n'ont pas de solution autre que la violence. Mais en vérité, c'est une question de misère sociale. C'est pas la couleur de peau qui fait la délinquance. Les rues coupe-gorge, c'est une question sociale. Ouais, merci. Nos parents quand ils sont arrivés en France, n'étaient pas des gens très très riches et pas pour autant qu'ils étaient voyous. Parce qu'ils avaient le travail. Je siffle la fin de la battle pour cette lundi. Voilà pour ce lundi. Bravo messieurs. Merci. Bravo mon Gamal. Bravo mon Ali, vous avez été très bon. Et bravo Hicham pour le retour, vraiment. Tu nous as manqué. Voilà, on essaie de jouer collectif. La deuxième période, c'était plutôt pas mal. On a écouté le coach. C'est ça. Vous avez écouté le coach? Non, pas trop, j'ai l'impression. Ouais, mais on a perdu le match parce qu'on n'a pas mis les buts, alors voilà, on va pu remettre. Ouais. Hicham a été pas mauvais en défense, toujours pas mal. Bon, toujours pas mal. Toujours bon, un vaillant, voilà. Mais on veut le voir en studio, Hicham. Bah oui, mais il a des ennuis de santé là. Il a un problème de cuisse. C'est pas vrai. Il s'est fait péter le genou. C'est fini pour toi l'OM. Ah bah, il y a bien longtemps. Tu connais le ligament croisé. En même temps, il y a que tes genoux ou des bras cassés à l'OM. Donc, c'est bon. Allez, salut tout le monde. Rendez-vous demain sur France Prime. Non, pas de débat. Pas de débat. Salut à tous. Rendez-vous demain à 16h. Restez bien à l'écoute de votre radio dans un instant. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Ciné Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinéparis.com. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Ah oui, à ne pas manquer demain les amis, vous connaissez Jérôme Le Banner, celui... Bah oui. Eh ben, il fera son dernier combat de sa carrière, c'est samedi au Cirque d'Hiver et il recevra l'organisateur demain à 16h à ne pas louper dans l'émission du LGF, le Grand Forum. Qui sera la victime? Je sais pas, on verra. En tout cas, dernier combat de Le Banner au Cirque d'Hiver à Paris, le dernier combat de sa carrière, donc à ne pas louper les amis au Cirque d'Hiver samedi. L'organisateur sera avec nous demain. Salut à tous.